Films, séries, musique, jeux vidéo, livres, toute la pop culture est dans Allo Central. Avec un E Sur Radio Kawa. Sans le E. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 102 d'Allo Central. Nous sommes le mercredi 22 mai si vous nous écoutez le jour de la sortie. Et aujourd'hui, chers auditeurs, c'est le retour du MCU. Comme vous le savez, on aime beaucoup les films Marvel dans Allo Central. On vous avait déjà sorti un épisode sur Infinity War la saison dernière et un autre sur Captain Marvel il y a peu de temps. Mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Et nous avions très envie de vous parler d'Avengers Endgame, 22e et dernier du nom, qui clôture un énorme arc scénaristique débuté en 2008. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce film réalisé par Anthony et Joe Russo ne nous laisse pas sur notre faim. Mais bien entendu, pour parler des Vengeurs 4 phase finale, je ne suis pas seule, j'ai plein d'adorables chroniqueurs avec moi ce soir, en commençant par la délicieuse Lucille. Bonsoir. Bonsoir. On se voit souvent en ce moment avec la 100e. Ouais, on n'arrête pas, mais c'est bien. Et comme tu dis, quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Nous avons aussi ce soir, Cassie. Bonsoir. Salut, salut. Salut plus fort dans le micro aussi. Oui, je vais essayer de mettre le potentiomètre au-dessus. Et nous avons aussi Zénie. Bonsoir. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Pas traumatisé de ta chronique Pikachu dans la 100e ? Écoute, voilà, je peux encore parler de Pikachu maintenant si tu veux. Non, c'est bon. Non. Allez, c'est parti. On m'a pas invité pour ça. Endgame, je l'ai pas vu. Et nous avons aussi Meuret. Bonsoir. Pas trop déçu de pas avoir été dans la dernière ? Un peu triste, mais en même temps, je l'ai écouté et il y avait un petit quiz sur moi et j'étais très touché. Mais oui, on a beaucoup pensé à toi pour cette 100e en tout cas. Et nous avons le retour de Solange, qui a vu tous les Marvel. Peut-être pas tous, mais j'ai fait un effort et j'ai bien fait, je pense, avant de regarder Endgame. Bah ouais, t'as rattrapé un petit peu quelques films, mais je pense que c'était vraiment nécessaire pour regarder ce film, parce que là, c'était pas possible autrement. Pour information, chers auditeurs, cet épisode débutera avec une première partie sans spoiler, et je sais déjà que ça va faire très plaisir à mes chroniqueurs qui n'ont pas hurlé cette balise dans mon salon depuis très longtemps. Oui. Et en attendant, chers amis, je vous propose de vous mettre tout de suite à table, et en commençant par nous résumer un peu le synopsis du film et de resituer un petit peu comment s'était terminé Infinity War. Et je crois que Meuret, tu avais préparé un poème. J'ai écrit un petit poème. Petit. Que je vais lire. J'ai l'impression d'être un gamin au collège ou en école primaire qui va réciter la poésie. Alors, mesdames, messieurs, réjouissez-vous, Endgame est enfin parmi nous. 11 années et 22 films dans le MCU, et sachez-le déjà, la fin du voyage ne m'a pas déçu. Mais revenons un peu dans l'histoire, je veux bien entendu parler d'Infinity War. Thanos, le titan fou, a enfin mis le pied à l'étrier, et croyez-moi, vous n'auriez pas eu envie de le croiser. C'est en récupérant chacune des pierres d'infinité qu'il comptait plier l'univers à sa volonté. Âme, temps, esprit, pouvoir, espace et réalité, tel était son but pour nous réduire de moitié. Bien sûr, nos héros bien connus se sont battus et ont lutté, mais un par un, il a réussi à s'en débarrasser. Iron Man, Captain, Thor et les gardiens n'ont rien pu faire, et Gamora a fini par tomber comme une pierre. Tandis qu'il accumulait les cailloux et leurs pouvoirs, seul Doctor Strange a su nous redonner un peu d'espoir. Il a vu le futur et a trouvé une unique possibilité de gagner, et dans sa grandeur, il a eu la gentillesse de ne pas nous spoiler. Thanos a tout de même récupéré ce qu'il a tant cherché, même Thor et sa nouvelle hache n'ont su l'arrêter, et c'est d'un claquement de doigts qui nous a tous plongés dans le désarroi. Un par un, dans les cendres, tant de héros ont disparu, avant que Thanos ne reparte sans même un « Allez, salut !» Thor, Captain, Rocket, War Machine, Black Widow et Hulk d'un côté, mais aussi Nebula et Iron Man sur une planète isolée, voilà tout ce qu'il nous reste après le snap, autant vous dire qu'on a un certain handicap. Mais que vois-je, Ant-Man, Hawkeye et Captain Marvel vont arriver ? Je pense qu'un an après, il va être enfin temps de s'avenger. Oh là 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 là. C'est beau, franchement, c'est beau. C'est concis et c'est clair surtout. On s'est débarrassé de tous ceux qui n'ont pas vu Infinity War. En même temps, si t'écoutes une chronique sur Avengers 4 Endgame, c'est que t'es un peu maso. Si t'as pas vu Infinity War. C'est très bien résumé parce que du coup, c'est vrai que le dernier film nous laissait un petit peu pantois, un peu sur triste. La victoire du mal. Bah ouais, parce qu'on s'y attend pas spécifiquement. Enfin, moi en tout cas, je m'y attendais pas spécifiquement parce qu'à la fin, c'est quand même très très triste. Et on a, je me sens pas très bien Monsieur Stark. Voilà, ça a laissé des tonnes de fans un peu dans le mal pendant un an, du coup. Avec juste pour se substanter Captain Marvel, qui était sympa quand même. Avec Jude Law. Avec Jude Law. Avec Jude Law. Bah ouais. Qui n'est pas dans Endgame. Du coup, le début du film, c'est qu'est-ce qui se passe juste après. D'ailleurs, ça commence juste après, il me semble, le claquement de doigts. Un jour après même. Et c'est ça. Et ils essayent d'aller résoudre le problème. Ils cherchent Thanos. Et on va pas trop en dire parce que du coup c'était assez surprenant. Ils ont mis des affiches partout, c'est avec les petits trucs où t'enlèves le numéro de portable. Si vous voyez Thanos, appelez-moi. Appelez-nous.
Bah ouais. Et du coup, c'est super triste parce qu'en fait, toute la planète est en deuil. Parce que il y avait pas une série d'ailleurs où il y avait une partie de la planète qui avait disparu. The Leftovers. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était, je crois, 3% de la population mondiale qui avait disparu. 3% les petits joueurs. Les petits joueurs. Je dis peut-être une bêtise, mais ça avait suffi pour foutre le bordel sur toute la Terre. Donc 50%. Ouais, 50% de l'univers. Parce qu'il y a aussi les animaux. Et les êtres vivants, ouais, c'est 50%. Est-ce que les arbres étaient concernés? J'ai pas l'impression. Est-ce que c'est tous les mammifères? Non, je crois que c'est les êtres vivants, mais je pense plutôt faune, parce que je crois pas qu'il y ait... Non, visiblement, la forestation est en bon état. Meilleure nouvelle pour la forêt depuis des années. Hein. Bah oui, déjà que c'est un peu la merde au niveau de la pollution. Si en plus ils avaient enlevé des ressources, ça aurait pas été quand même cool. Ou alors c'est, je sais pas, ils préparaient un spécial Koh-Lanta, tu vois, spécial l'univers. C'est parce que Thanos il est vegan, donc il a viré mais il reste les légumes. Mais ouais, du coup c'est vrai que ça se finit, c'est triste, ça commence, c'est triste. Et vous, c'était quoi vos attentes par rapport au film? Parce que du coup chacun a commencé les Marvel à différentes échelles. Du coup, par exemple, toi Lucille, est-ce que tu attendais beaucoup ce film? J'attendais énormément ce film déjà parce que je suis une énorme fan de tous les Marvel. J'ai vu les 22 films, même si je les ai pas tous aimés, on va pas se mentir, il y en a qui sont quand même un peu moins bien. Mais vraiment j'attendais énormément ce film. Je me demandais comment ça allait se passer déjà, parce que effectivement on attendait, la première information qu'on avait, c'est que le film allait durer 3 heures et que donc potentiellement ils allaient essayer de trouver une résolution à l'univers tel qu'il était à la fin d'Infinity Wars. Et puis surtout il y avait que deviennent nos héros, comment est-ce qu'ils peuvent gérer, comment ils vont s'en sortir. Moi j'attendais énormément, mais j'attendais surtout une bonne résolution et crédible, parce que vraiment à la fin d'Infinity War mais qu'est-ce qu'on peut faire? L'état dans lequel j'étais à la fin d'Infinity War, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de résoudre ça? Et moi j'avais aucune idée, j'avais regardé aucune bande-annonce, je suis arrivée vierge comme un petit enfant qui vient de naître, et j'étais ouverte à tous les possibles et j'ai pas été déçue. Même s'il y avait quand même quelques pistes qui étaient potentiellement envisageables avec Doctor Strange. Le film Doctor Strange, je trouve, ouvrait quand même pas mal de possibilités. Oui, et puis il y avait aussi ce que disait Doctor Strange dans Infinity War, où il disait qu'il avait vu le futur, etc. Donc il avait vu une résolution. Donc on se disait que potentiellement il y avait une chance sur 14 millions pour qu'il fasse manger ses dents à Thanos à un moment ou à un autre quand même. Donc voilà. Non, c'est clair. Et toi Cassie, t'en as pensé quoi de ce film? Bah écoute, moi j'ai pas été spécialement perturbée par la disparition de tout le monde. Mais moi je suis un cœur de pierre, c'est connu. Non, c'était plus de se dire que comme c'était le film qui nous avait été présenté comme la fin d'une époque, la conclusion de tout un... c'était combien de phases là, 3 à 4 phases, je sais plus. Voilà. Troisième, ouais. En gros, voilà, ça fait 11 ans qu'on vous abreuve et là, ça va être la fin. C'est une espèce de fin, en fait. Donc moi, c'était plus ça, c'était conclure une histoire, plutôt que de s'arrêter 10 pages avant la fin du bouquin. Au moins, on va savoir ce qui se passe. Donc bon, un peu comme Lucille, j'ai vu les trailers, mais tu vois, j'avais pas d'attente non plus spécifique. C'était plus de la curiosité en mode... Bon voilà, maintenant on est dans cet état-là, ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, voyons voir. Et c'est vrai que moi je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai plein de potes qui l'ont vu à Day One, voire avant, pour les potes journalistes, et qui m'ont dit ah là là, tu vas voir, tu vas adorer. Il y a rien de plus fourbe, je trouve, comme technique. Quand des gens te disent tu vas adorer, au final t'es obligé de détester pour les faire mentir, ou inversement. Donc voilà, je pense que c'est ça en fait. Et je pense que beaucoup de gens, après je peux peut-être me tromper, qui sont pas forcément ultra fans, mais adeptes en tout cas, friands des films de super-héros, qui sont allés voir Avengers Endgame, ils avaient envie de voir du grand spectacle. Et je pense que à ce niveau-là, voilà, on n'a pas trop été floudés. Donc on verra après, en détail. Toi, t'as vu un film et t'as considéré ça comme du grand spectacle. C'est ça, moi j'ai vu la fin d'un roman en fait. Comment ça va se terminer. Ok. Donc grosse hype, plutôt bonne surprise pour toi. Toi Zeni, qu'est-ce que tu en as pensé du film? Alors moi je suis comme Lucie, c'est-à-dire que j'ai eu une énorme hype pour ce film. Donc comme j'ai dit pour le podcast sur Captain Marvel, je suis fan des Marvel depuis très très longtemps, je lisais les comics, etc. Même si celui dont est tiré ce film-là, The Gauntlet of Infinity, je l'ai jamais lu, donc je partais de rien, je savais pas du tout, j'avais aucune piste, et je voulais pas du tout lire la BD pour éviter d'avoir ce genre de piste. Donc ouais, j'ai vu Infinity War il y a 1 an, je l'ai vu 5-6 fois peut-être, tellement j'ai trouvé ça très captivant, et vraiment ce film m'a hanté pendant 6 mois. Et je plaisante même pas, genre vraiment, j'arrêtais pas de penser à ce film, à comment ça pouvait arriver sans lire les théories.
Vraiment, ça me hantait. T'as pas parlé de Ant-Man and the Wasp qui est aussi sorti après Infinity War, qui donnait aussi également quelques pistes. Donc au début je voulais faire comme Lucille, c'est-à-dire pas du tout voir les trailers, pas du tout les bandes annonces, etc. Sachant que moi je m'étais dit que la meilleure stratégie qu'aurait pu faire Marvel, c'était pas faire de trailer, faire juste une affiche noire avec écrit Avengers Endgame et c'est tout. Et ça aurait totalement suffi pour moi parce que la hype était déjà énorme après ça. Bon, finalement, ils ont fait des trailers et il y a un jour où j'ai complètement craqué et j'ai tout regardé. La drogue. Voilà, et du coup, j'étais tellement hypé que j'ai regardé ce film à minuit la veille de la sortie officielle. Ah oui, genre en 3D sous-titré, non? Ah non, pas en 3D, sous-titré oui, mais voilà, et du coup je suis rentré chez moi à 4h du matin, c'était génial. C'est rude, hein, je trouve, les séances de minuit pour découvrir un film. Moi, la seule fois où je l'ai fait, c'était pour, en plus, un film pas terrible, c'était pour le Hobbit, le premier du nom, et du coup c'était la séance de minuit au Gaumont de Rennes, et sous-titré 3D. C'est vraiment hardcore. Hein. Pour le coup, j'ai pas regretté du tout, même si à 4h du matin, rentrer chez moi, c'était hardcore, mais j'ai pas regretté parce que on avait déjà des spoils dès à 8h du matin le lendemain. Donc, Moi, j'avais mis des filtres sur Twitter pour, Oui, pour moi rien aussi. voir. Mais c'est dingue, hein, parce que, attends, désolé de te couper vite fait, mais c'est juste pour faire un truc sur le spoil. C'est qu'on est quand même arrivé à une époque. Bon, moi, je bosse sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas le choix. Tous les matins, je suis obligée d'ouvrir Twitter, Facebook, et t'es obligée de slalomer entre les spoils. Ça fait longtemps qu'il existe des films et des séries où t'as des surprises, des machins. Mais pourquoi, depuis quelque temps, c'est devenu une espèce de course à tu vois, je vais te spoiler ton truc, mais ça fait même pas 2 minutes que c'est sorti, je t'ai déjà tout raconté. Oui, ça, je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant. C'est un plaisir assez malsain de gâcher la Tiens, vie des je gens. t'ai gâché ton truc. Tiens. Donc du coup, c'est obligé à faire ça, quoi. C'est dingue. et quant à mon avis sur ce film, j'ai déjà vu 3 fois. Oh, ah oui. Donc 9 heures. C'est plus ou moins que Détective Pikachu. Pour l'instant, Détective Pikachu, je l'ai vu que 2 fois. Oh là là, je suis déçue. Ça t'aurait tardé, j'ai toujours pas vu en VF, faut que j'aille le voir. Pas sûr que ce soit une obligation. Oh si, il a l'air bien. Franchement, de ce que j'en ai entendu, déjà les sous-titres de Détective Pikachu étaient ouf. Genre, il y a une référence à. Enfin bref. Bref, on je va reviens sur Détective Pikachu, là, c'est un piège, on est en train de tomber dedans. Là. Bref, oui, j'ai adoré ce film. Je trouvais que c'était une très très bonne conclusion, mais j'en dirai plus dans la partie spoiler. Très bien. Toi, Murray? J'ai vu Captain Marvel et puis je me suis dit, est-ce qu'il serait pas temps de se refaire le marathon? Donc j'ai fait le marathon. Ah oui, j'ai revu aussi tous les films 2 mois avant. C'est ça. Oui, Ça a été l'occasion de montrer à ma chère et tendre aussi une partie des films qu'elle n'avait pas vus, parce qu'elle les a pas tous vus. Donc on s'est refait tous les films. Et j'étais aussi à la séance de minuit, enfin à la séance de 21h, parce qu'avant ils diffusaient Infinity War. Vous étiez pas à la même? Non, parce que alors j'ai la chance, il y a beaucoup en fait, techniquement, ce n'était pas des avant-premières. Parce que le film était diffusé à minuit. Donc c'était le jour de la sortie. Et il y a beaucoup de cinémas qui, du coup, l'ont fait, notamment des UGC. Il y en a un à côté de chez moi qui le faisait, donc j'y suis allé. Et il n'y avait pas trop de monde en plus, donc c'était bien. Et donc, j'y suis allé et c'était très bien. C'est-à-dire que ça fait 11 ans qu'ils ont mis ça en place, que les gens attendent que ça depuis la scène post-générique du premier Iron Man où on nous dit regarde, il n'y a pas que Iron Man, il y aura plein d'autres super-héros. Et Infinity War, le seul reproche que j'aurais pu lui faire, c'était qu'au final, ils étaient pas tous là encore, ou alors on les voyait pas tous, et j'avais envie de... Voilà. Et j'avais surtout envie de savoir comment ça allait se finir, parce que on a déjà perdu la moitié. Alors j'étais bien plus inquiet pour ceux qui étaient encore là que pour ceux qui avaient été snappés, mais ouais, je voulais savoir comment ils allaient pouvoir faire ça. J'avais très peur d'une situation en mode... on revient au moment T où tout disparaît et hop là on fait comme si c'était rien passé. Est-ce qu'ils allaient choisir cette solution de facilité ou pas? C'était une de mes craintes et au final j'ai kiffé ces 3 heures de film que j'ai revu du coup une deuxième fois. Et je me tâte beaucoup de le revoir une 3e fois parce que j'aimerais. Depuis, je reconnais que je regarde sur YouTube les screeners comme un sale, avec sous-titré dans des langues que je ne comprendrai jamais, et juste pour le plaisir de voir certains passages, parce que je suis un gros dégueulasse. Voilà. En effet, je pense on sait que tu as aimé. D'ailleurs, les séances de minuit, l'ambiance, elle est comment? Est-ce que c'est comme les séances au Grand Rex? Pour les avant-premières ou c'est un public normal? Alors pour le coup, moi je l'ai vu à Paris 19 qui est pas... Clairement, c'est pas un cinéma très fréquenté, genre il y avait encore des places en fait pour ce genre de film. Et quand au début, tu sentais que c'était un public lambda voilà, ce qui était la même chose pour ma 2e séance. Et petit à petit, sans aller trop loin dans les spoils, tu sentais que les scènes hypaient de plus en plus les personnes, si bien que dans la scène que vous imaginez celle qui a le plus impressionné les gens, que ce soit dans toutes mes séances, t'avais toute la salle qui criait tout le temps à chaque fois. Donc voilà. Et donc voilà, c'est vraiment c'est des gens qui découvraient le film pour la première fois, donc tu penses pas que c'est un effet de masse, mais
Ben, je sais Moi, pas. je sais que ma séance, personne n'a bougé. Toi. Je sais pas, Tout le monde. peut-être après pour les séances du Grand Rex, c'est toujours comme ça. Ouais. C'est toujours des gens qui sont très fans Oui. et qui attendaient depuis Au, très longtemps. au Grand Rex, Donc, c'est toujours comme ça, ouais. Et je me dis qu'effectivement, si tu vas à une séance à minuit, c'est que tu devais être Oui, quand même bien hype. Peut-être. Ouais, C'est clair. c'est ça, c'est-à-dire que nous, on avait un peu moins de monde pour la séance d'avant d'Infinity War à 21h. Et après, il y a des gens qui sont arrivés en plus. Mais clairement, on est sur du avant-première, simili avant-première. C'est des gens qui veulent. Enfin, quand tu vas voir à minuit un film à minuit, un mardi soir, en plein milieu de semaine, il y a des grandes chances que tu aies pris ton mercredi, ou alors que tu es prévu de pas trop bosser mercredi en tout cas. Et tu sais que les gens vont réagir. Ouais. L'ambiance était bonne. La salle n'était pas remplie, mais l'ambiance était vraiment bonne et les gens réagissaient au moment C'est le plus clé. important. Et ouais, c'était très cool. Tant que l'ambiance est bonne, franchement, moi ça me va parce qu'il n'y a pas besoin d'être 250 pour faire la fête. Hein. Il y a besoin de 15 personnes très motivées. Toi, Solange, du coup, t'en as pensé quoi du film ? Je vais commencer par dire qu'il y avait 7 personnes dans la salle où j'étais. J'ai vu hier soir. Donc, comme tout le monde m'a dit, mais tu vas le voir hyper tard, etc. Mais c'est aussi parce que j'avais besoin de temps pour voir quelques autres Marvel avant tout de même. Et sachant que Captain Marvel avait vraiment piqué mon intérêt, mais que j'ai quand même mis du temps à me dire, bon, je vais trouver les films. J'ai commencé à en parler autour de moi, le temps que quelqu'un me passe son disque dur avec quelques-uns des films. C'est DVD, tu veux dire? Oui, tu voulais dire DVD. Ah, oui. excuse-moi. C'est DVD, c'est Blu-ray et Non, d'autres mais moyens légaux. C'était C'est des Blu-ray. VHS. C'était des Blu-ray. C'est la merde. Des coffrets collecteurs, évidemment. Bref, donc j'ai pu regarder, j'ai pu en regarder peut-être 4-5 et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu autant d'émotions si je l'avais pas fait. Ce que j'en attendais, eh bien je pensais que comme j'avais vu Captain Marvel et qu'il y avait une fin, dont on avait parlé, je me disais que ça allait être elle la solution. Donc aucun spoiler, je ne dirais pas si c'était le cas ou non. Mais sinon, j'attendais pas spécialement Endgame, mais après avoir vu Infinity War, je me posais quand même des questions. Et il y avait le suspense, mais après les spoilers ne me dérangent pas. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment voir comment l'histoire a été amenée. Et c'est pour ça que ça m'a pas dérangé de le voir aussi tard quelque part, parce que du coup, je savais quelques petites choses, mais ça m'a pas. La façon dont ça a été présenté m'a vraiment impressionnée en fait. Parce que je me disais, même les choses que je connaissais auraient pu être présentées de manière très patapouf, et finalement ça s'est pas fait comme ça. Pata quoi? Patapouf. C'est-à-dire avec des gros sabots en fait. De manière peu subtile. De manière peu subtile, de manière très américaine. Moi, dans mon langage, patapouf, c'est. Justement, c'est avec des pattes d'éléphant. C'est genre le bonhomme. C'est Hulk, le voilà. bonhomme méchant. Et en fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus subtil et le storytelling est ouf et j'étais très très impressionnée par ce film. Voilà. Mais ça t'a fait la même impression que pour Captain Marvel en termes de Plus, en fait, de mise en scène. je me suis dit que Captain Marvel à côté, c'était pas aussi ouf que je l'avais pensé. J'ai trouvé que le combo Infinity War et Endgame était vraiment vraiment exceptionnel. Voilà. C'est vrai que le Endgame est quand même l'aboutissement de 22 films, donc il se devait quand même de faire quelque chose d'exceptionnel. On a parlé tout à l'heure de l'ambiance aux séances de minuit. Moi, j'y suis allée à la première séance du matin le mercredi. Je n'avais jamais vu la queue pareille devant mon cinéma, même pour un Star Wars. Parce que tous les Star Wars, je fais la première séance, je prends mon mercredi et je vais les voir à la première séance. Je n'avais jamais vu autant de queues. J'ai failli ne pas avoir ma place réservée. Déjà, il y a des séances auxquelles j'ai pas pu aller parce qu'elles étaient déjà réservées depuis 15 jours. Ouais. Donc il a fallu que je choisisse mon cinéma parce que c'était les dernières salles qui restaient. Heureusement, c'était mon cinéma préféré, donc c'est bien tombé. J'ai un copain qui y est allé le lendemain. Les séances n'étaient même pas affichées parce que pareil, tout était réservé. Le film avait une attente de fou. Il y avait des chiffres sur Internet, des préventes en Chine. C'était incroyable. Ça a dépassé absolument tous les films, tous les Star Wars, etc. Et là, c'est en train de péter tous les scores. Mais c'était la première fois que j'avais l'impression que c'était vraiment le film sur lequel il y avait le plus d'attentes que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma. Je sais pas si ça fait le même effet, mais franchement, j'étais vraiment hallucinée. Après, statistiquement, ça s'explique un petit peu. Je pense que même si t'as pas vu les 21 avant, si t'en as vu 4, 5, 6, en disant celui-là, c'est la voilà. Et puis tu dis c'est la conclusion, donc ouais, je vais au moins me faire la conclusion, quoi. Et surtout, dans les années 2010, on a eu quand même deux grosses sagas, Game of Thrones et Marvel Cinematic Universe, qui se finissent à un mois d'intervalle. Et Game of quoi? J'avais entendu parler. Ouais, tu sais, le truc avec, pas très connu. avec des chevaliers, des épées. C'est même pas sur Netflix. Un truc de geek, quoi. Les bolos. Le point Netflix. Et du coup, ça reste quand même une conclusion de 10 années de saga. Et surtout, Infinity War a quand même énormément hypé les gens. Je pense que même ceux qui l'ont acheté en DVD plusieurs mois après, ont voulu aller le voir au cinéma.
Non, complètement, parce que tu vois, enfin, je l'ai déjà raconté dans l'épisode sur Infinity War et dans Captain Marvel. Moi, j'ai complètement pris le train en marche, c'est-à-dire que voilà, je me suis rattrapé tous les films d'un coup parce que ça me saoulait de pas comprendre, parce qu'il y avait plein de private jokes, etc. Ça me saoulait. J'ai tout rattrapé et ça m'a vraiment bien plu. Et du coup, là, quand je suis allée voir Infinity War, déjà, j'ai vu en 3D et j'ai aimé. Alors déjà, pour arriver à me faire aimer de la 3D, fallait le faire. Mais voilà, il y avait la première scène d'intro où il y a, ça reprend direct à la fin de Thor Ragnarok, où du coup, il y a les Asgardiens qui sont attaqués par Thanos. En fait, à partir de, comment ça s'appelle, les Gardiens de la Galaxie, il y a une colorimétrie très très spécifique qui, moi, me plaît beaucoup, avec des couleurs très très chaudes et un espèce d'effet d'arc-en-ciel qui est hyper beau. Déjà, là, au niveau de l'image, moi, j'étais hyper hypée. En plus, l'histoire, finalement, m'a vachement pris à cœur, parce que, mine de rien, par exemple, des petits personnages comme Spider-Man, il a beau être joué bien ou mal par les différents interprètes, on s'y attache toujours un peu. Et à la fin d'Infinity War, il y a la moitié du casting qui disparaît. Bah, ça fout un coup au cœur quand même. Et là, le dernier film, là, du coup, je suis allée le voir, moi, au Grand Rex, quelques jours après la sortie, un lundi en grand large. Alors, pour le coup, si vous n'avez jamais vu de film en grand large, mais allez-y, parce que c'est une dinguerie. Franchement, je crois que c'est le plus gros écran d'Europe, si je me trompe pas. Je vais pas dire du monde parce que je sais pas si les Chinois il y a le Futuroscope. Il y a le Futuroscope et puis il y a pire que ça. Il y a toujours quelque part en Chine un truc plus grand. Je crois que le plus grand est aujourd'hui encore à Dallas. Dans le stade de football américain de Dallas, il y a un écran qui fait la longueur du terrain en fait. Oui, mais c'est un stade de foot, c'est pas une salle de cinéma. Oui, mais ça reste un grand écran. Oui, c'est vrai. Au-dessus. Mais en tout cas, ouais, le Grand Rex en grand large, ça a quand même. C'est quand même assez fou, t'as l'impression d'être complètement immergé dans le film et sans lunettes 3D. Et ce qui est plutôt appréciable parce que quand on est un peu bigleuse comme moi, du coup les doubles lunettes c'est pas super agréable. Tellement d'accord. Et ce film m'a fait tirer l'alarme peut-être 2-3 fois parce que déjà ça commence en fait la fin d'Infinity War c'était super triste et en fait ils vont pas te changer le mood juste parce qu'on a changé de film et du coup j'ai été plutôt surprise du fait qu'ils entretiennent la tristesse d'un film à l'autre et ça j'ai trouvé que c'était plutôt audacieux dans le sens où il y a des moments très très calmes où ça pourrait très très bien être un film d'auteur polonais sans sous-titres et où il y a vraiment des échanges entre les personnages. Les personnages sont développés par rapport à à certains films où on surfait sur le scénario à vitesse grand V. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des échanges avec des dialogues intelligents. Il y a des personnages comme par exemple Black Widow. On en avait parlé dans Black Marvel, n'importe quoi. Black Marvel, je veux voir ce film. Ça a l'air trop bien. Dans Captain Marvel, que du coup c'était un personnage complètement sous-exploité. Et là, je trouve qu'ils ont réussi à en faire quelque chose d'intéressant et de plutôt touchant. Et ouais, enfin, j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt crédibles dans les parties de dialogue et toutes les parties qui ne sont pas de l'action. Je dirais qu'il y a l'avantage d'avoir 21 films avant. Donc on n'a pas besoin de les réintroduire, ces personnages-là, on les connaît. Et ils ont un passif entre eux. Moi, parmi les attentes que j'avais, il y avait la rencontre entre Iron Man et Captain America qui ne se sont quand même pas vus depuis Civil War. Depuis le moment où ils se sont battus, à la fin, Captain il abandonne son bouclier parce que Iron Man lui dit qu'il n'est pas digne de l'avoir. Et ils se parlent plus. Enfin, au début d'Infinity War, quand Hulk débarque chez Doctor Strange en mode Thanos arrive, faut qu'on se mette tous ensemble, et qui fait non, mais en fait, tu sais pas, mais depuis 2 ans, Captain et moi on se parle plus. J'ai un vieux téléphone où il me dit de m'appeler, et que Hulk le regarde, il fait mais non, mais on n'a pas le temps en fait, vos conneries. Mais du coup, ils se sont pas revus dans Infinity War. Toujours pas. Donc à un moment, il reste plus grand monde, donc forcément, faut qu'ils se voient. C'est vrai. Et ils ont tout ce passif-là qui était intéressant à explorer. Je voulais juste dire que moi je trouvais ça hyper intéressant justement qu'on commence directement justement dans la continuité du deuil des personnages, mais aussi de notre deuil en tant que spectateur finalement, parce que on ne sait pas s'ils vont revenir, on ne sait pas s'ils sont morts, s'ils ont disparu pour toujours. Enfin, donc on se sent quand même très proche des Avengers qui restent en fait à ce moment-là, et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de commencer comme ça. Mm-hmm. Mais surtout qu'en plus, il y a un truc qu'on voit pas. Bon, là, pareil, je spoil pas, vous verrez plus tard. Mais on en voit disparaître certains, mais il y en a d'autres qui ont disparu, qu'on sait pas. Pas dans les super-héros, hein, dans l'entourage, dans machin, tout ça. Et on s'en doute.
Parce que si dans les super-héros, il y en a à peu près la moitié qui ont disparu, bah dans la planète, il y en a à peu près la moitié. Donc il y a peut-être la femme de bidule ou l'enfant de machin qui est parti aussi. Et du coup, t'as un peu cette pression aussi de dire, ouais, mais en fait, quand ils vont revenir sur place, qu'est-ce qu'ils vont découvrir, quoi. Et ça, tu le découvres au début du film et tu fais, oh. Après ça, ils avaient fait des affiches juste avant où tu voyais qui a survécu, qui était parti dans le cast. Voilà, c'était une demi-surprise pour certains, pour d'autres si, mais bon. Moi personnellement, je sais plus si c'est la scène d'introduction, mais moi personnellement, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué, où on voit Hawkeye. Et franchement, C'est la scène d'intro. c'est la scène d'introduction. Et moi, franchement, genre, j'étais là, ok, ça fait 5 minutes, j'ai envie de chialer, c'est génial. On va passer un bon moment. Et pour le coup, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Ouais. Parce que du coup, autant dans le film précédent, on est dans l'action, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est comme des grosse soldats, bataille. ils tombent, donc c'est la guerre, quoi. Mais ouais, Donc, c'est ça. Donc du coup, enfin, il y a moins un de effet, pathos. c'est la guerre, c'est les conséquences. Voilà, on a perdu. Bon bah tant pis. Voilà. Sauf que la scène d'intro, c'est quand même le point de vue civil, et j'ai trouvé qu'elle était vraiment terriblement triste, cette scène. C'est hyper malin d'avoir commencé par cette scène-là pour nous remettre dans le contexte. Parce qu'il y a eu Ant-Man and the Wasp et il y a eu Captain Marvel. Alors, on n'a pas oublié qu'il y a quand même la moitié du monde qui a été snappé, mais commencer en se disant, bon bah, vous vous souvenez, ok, il y en a plein qui se sont plaints de ne pas l'avoir vu dans le film précédent. Bah, il est là, et regardez ce qui lui arrive. Et c'est une cold open, c'est-à-dire que t'es là, tu fais ok, oui, d'accord, on en est là, c'est chaud. Le silence, il y a eu un silence dans la salle parce que au début on voit on voit sa petite famille, on dit ah oui, ils en sont là, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui. Attention, le spoil. Genre, c'est pas du spoil, c'est les 10 premières secondes, ça va. et ça laisse un froid dans la salle tout de suite. Avant scène pré-générique, ça laisse un très gros froid. Ouais, c'est ça, c'est genre, bon les gamins, là, ça fait 1 an que vous attendez le film, on n'est pas là pour plaisanter, c'est la fin. Ça m'a fait un petit peu le même effet que la scène post-générique de Ant-Man 2, donc Ant-Man and the Wasp, où finalement on passe le film à se marrer dans l'action, etc. machin, et la scène post-générique te rappelle qu'ils ont tous été snappés. Et là, tu t'as passé 1h30 à te marrer et tu sors, t'as juste envie de chialer, quoi. Tu te dis mais c'est quand la suite là? Non, c'est clair, mais il était pas mal, Ant-Man 2 Ouais, il était très sympa. Hein. Le 1 et le 2, enfin, il y a plein de gens qui, d'ailleurs même dans le film, on pourra en reparler, il y a plein de gens qui méprisent Ant-Man, mais en vrai, les films, ils fonctionnent. Bien sûr, ils sont très agréables à regarder. C'est une comédie plutôt familiale d'ailleurs. Ouais. Et il apporte un souffle au MCU à chaque fois. En plus, c'est des films qui sortent l'été. Et c'est le petit côté. Voilà. En plus, celui-là, il est sorti juste après Infinity War. C'est genre, on va rigoler un petit peu. À la fin, on va remettre dans le contexte. Mais voilà, on fait une petite parenthèse. Elle fait du bien. Il y a le personnage de. Je crois que c'est Peña qui raconte toujours des histoires en prenant la voix d'autres personnages. Enfin, en parlant sur les lèvres d'autres personnages pour raconter lui il m'a dit ça, lui il m'a dit ça, lui il a dit ça, il a dit ça. Et c'est un des seuls reproches que j'aurais fait à Endgame, c'est j'aurais adoré de voir une vidéo d'1 quart d'heure de ce personnage là qui raconte tout le MCU du début à la fin. Je pense que ça aurait été la meilleure bande-annonce possible à faire pour ce film, raconter les 21 films du MCU par son intermédiaire. Mais c'est vrai qu'ils auraient mieux fait pour ce film quand même de nous laisser, parce que la première affiche qu'ils ont sortie du film, il y avait juste Avengers avec le logo tout pété. Enfin, pas tout pété dans le sens genre waouh, il était vraiment cassé. C'est parce que justement je m'étais fait spoiler d'ailleurs à la fin d'Infinity War où j'avais vu un gif avec juste de la poussière. Mais je savais pas de quoi ça parlait, alors du coup, moi je m'en foutais. J'étais là, genre, qu'est-ce qu'ils ont spoiler without context. Dès que je passe l'aspirateur, je suis en larmes. Peter, je suis désolé, Peter. Mon petit Peter, oui. Je vais en profiter sur cette transition ménage pour faire une petite pause musicale parce qu'en fait, là, c'est quand même assez compliqué de parler du film sans arriver au spoil. Du coup, petite pause musicale. Vous pouvez bien évidemment laisser vos commentaires sur le site de radiokawa.com pour réagir à l'épisode. Ou nous écrire sur Twitter à @allocentral avec un En attendant, je vous laisse profiter avec une chanson de circonstance de The End de The Doors, sortie en 1967 de leur album éponyme. À tout de suite.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane. Waiting for the summer rain, yeah. There's danger on the edge of town. Ride the King's Highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us.
travel where you take us. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on us. Blue bus, do not. Come on, yeah. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter
laughter and soft light. The end of nights we try to die. This is the end. Connaissez-vous Ludographie comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou C'est moi. dissèque un élément d'un jeu vidéo Un signe vidéoludique. et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid, Le score dans le premier Megaman. le choix dans The Stanley Parable, La difficulté à rebours dans Bread. autant de raisons d'écouter Ludographie comparée sur Radio Kawa. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. De retour dans ce 102e épisode d'Halo Central dédié à Avengers Endgame. C'est parti, nous allons pouvoir nous plonger dans les abîmes des multiples détails du film. C'est le moment de sortir la balise Spoiler. J'avoue, ça fait quand même du bien. Oui. Du coup, on est reparti là sur le moment. On peut enfin tout dévoiler parce que c'était quand même assez difficile de parler du film sans tout raconter parce qu'il y a des choses quand même hyper importantes. Et d'ailleurs, je vous propose de revenir donc sur la première scène du film, puisqu'on parlait de la gestion du deuil dans la première partie, de retourner un peu sur cette partie avec notamment Hawkeye et sa famille. Qui peut nous en parler ? Qui a bien vécu cette scène ? Alors moi, parce que j'aime bien annoncer les mauvaises nouvelles. Oui, donc cette scène, donc comme tu le disais, la scène d'intro, donc imaginons, voilà, soit vous êtes allé voir le marathon, vous l'avez vu il y a pas longtemps, soit comme la plupart d'entre nous, vous avez vu un précédent opus il y a quelques années, donc on vous remet dans le contexte, et on vous remet dans le contexte de façon assez violente, puisqu'on vous place dans une scène de famille, avec Hawkeye, sa femme, ses enfants et tout, au moment où très très loin dans l'univers, Thanos snap et fait disparaître la moitié des espèces vivantes. Et donc, les petites scènes mignonnes, hein. Il y a Hawkeye avec sa famille, il apprend à tirer à l'arc et sa fille est née, puis il y a maman qui fait le moïse, puis il y a les petits enfants qui jouent, puis d'un seul coup, il se retourne et il n'y a plus personne. Et d'un seul coup, on a une espèce de chape de plomb qui tombe dans la salle. Pouah. Ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça. Et les conséquences, potentiellement, c'est ça. Waouh. En résumé. Voilà. J'ai été claire, concise. Oui, c'est très bien. Oui, c'est super. Et je trouve que le pire, c'est de ne pas avoir de corps finalement, parce qu'il y a une sorte d'incompréhension. Mais je suis pas. Après, je sais pas si on va parler de la gestion de deuil des différents Avengers, mais je voulais juste parler de sa gestion du deuil à Hawkeye. Et j'ai pas trouvé ça hyper cohérent. Après, je sais pas si c'est parce que je suis pas assez, on va dire, familière avec le personnage, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très violent comme gestion du deuil, puisqu'il va assassiner diverses personnes, il va devenir un assassin, il va tuer les gens de manière assez sanglante, et voilà. Si quelqu'un peut me répondre. En gros, il se justifie en disant que, il va par vengeance parce que c'est injuste que sa famille soit morte, alors que ceux qui assassinent les mauvaises personnes sont toujours vivantes. Du coup, c'est en quelque sorte un Death Note. Voilà. Oui, en vrai, il y a 50% de bonnes personnes et 50% de mauvaises personnes qui ont disparu. Et c'est vrai que du coup, il se venge un peu là-dessus. Et il revient un peu, je pense, à la genèse du personnage. C'est-à-dire que à la base, il vient un peu du même moule que Black Widow. C'est-à-dire que c'est des tueurs à gages. Et du coup, il revient à sa fonction un peu primale. C'est-à-dire tuer des gens, et parce que c'est la seule chose qu'il sait faire tout seul. Et finalement, sa famille, c'est ce qui l'humanisait, et finalement, il revient à quelque chose d'un peu plus brutal. Et voilà, c'est un peu, c'est rude. Surtout que c'est 50%, lui, il en a perdu 4 d'un coup. C'est dégueulasse. Niveau tirage au sort, et pas de bol. Mais oui, mais c'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que pour certains personnages, le fait d'avoir un conjoint, une conjointe ou une famille,
j'ose pas dire que ça les rend meilleurs, mais ça change un peu leur vie. Donc on les voit dans le contexte de super-héros, on fait des films, on tue des méchants, machin, c'est cool, on saute dans tous les sens. Mais à côté, voilà, ces gens-là ont une famille. Et je pense que pour ce personnage-là, comme pour d'autres personnages, comme on va en parler tout à l'heure de Iron Man et autres, ce fait d'avoir une famille, d'avoir un contexte agréable où ils peuvent revenir quand ils ont fini leur mission compliquée, enfin, pour eux, c'est salvateur, quoi. C'est ce qui les fait tenir. Donc tu leur enlèves ça. Qu'est-ce qui reste ? Il reste que la rage. Ouais, c'est ça, la rage, la vengeance, des sentiments. Et justement, sur ce thème de famille, on va voir donc Black Widow qui prend très très mal le fait que, comme tout le monde, hein, que la moitié de l'univers a disparu. Et en fait, elle va répéter plusieurs fois que les Avengers sont sa famille. Et on va voir la famille des différentes personnes et comment ça va affecter aussi leurs décisions par rapport au reste du film. Par exemple, Tony Stark, sa famille a aussi un rôle très important à jouer dans le fait qu'il hésite avant de chercher à avoir de l'espoir, à se lancer dans une solution, de peur de les perdre eux au final. Après, on parle de Hawkeye, mais on peut aussi parler de Rocket qui a perdu toute sa team. Il a perdu toute sa team, mais c'est vrai que du coup, peut-être la différence, c'est qu'ils étaient un peu éparpillés. Déjà à la fin d'Infinity War, ils sont plus ensemble parce qu'ils sont dans différents espaces. Jeu de mots parce qu'ils sont dans l'espace. Mais en vrai, oui, ils sont déjà séparés à ce moment-là. Par contre, c'est vrai que ça reste quand même triste parce que ils perdent Groot. Du coup. Oui, ils sont meilleurs potes. Oui, mais surtout qu'en plus, c'est très bête, mais ça revient à une constante qu'il y a dans beaucoup de films, séries, romans ou tout ce que tu veux. C'est que quand t'as une famille, quand t'as un endroit où rentrer, quand t'as fini ta mission, d'une certaine façon, tu prends moins de risques que quand t'es seul et que t'as rien à craindre et que personne t'attend. Tu vas beaucoup plus loin, tu fais beaucoup plus de choses, t'as plus tendance peut-être à tomber dans le côté obscur et autres. Et donc là, ces personnages, là, ils ont des gens à qui ils tiennent et du coup, non, on va pas risquer. Bon, là, ok, c'est la merde. Mais si on faisait un truc qui faisait que ce serait encore plus la merde, enfin, on va pas prendre de risques. Quand t'es tout seul, tu prends des risques. Mais c'est intéressant d'ailleurs parce que du coup tous les personnages des films ont perdu quelqu'un et finalement un des rares qui arrive à construire quelque chose des suites de ça, c'est Stark qui pour une fois depuis 22 films se construit une famille. Et du coup finalement le fait d'essayer de trouver une solution à ça et de repartir pour un nouveau truc, parce que là du coup ils trouvent Thanos, ils finissent par trouver Thanos, ils butent Thanos, ça fait un quart d'heure que le film a commencé, ils te prennent complètement à revers. Et la solution qui émerge du coup, c'est le voyage dans le temps, qui est amené un peu du coup avec Doctor Strange, qui du coup lui a envisagé forcément une solution, mais il a disparu donc on sait pas. Et on a le retour d'Ant-Man du coup avec ça. Et du coup c'est hyper touchant de voir Stark qui pour une fois n'est pas juste un connard alcoolique qui est juste super riche. Il a des vrais risques de perdre quelque chose de vraiment qu'il a eu du mal à obtenir. C'est ça. C'est-à-dire que en effet, il tue Thanos très rapidement dans le film, c'était une des grosses surprises. Et surtout, ils se rendent compte que... Parce que le principe, c'est de retrouver Thanos pour récupérer les pierres, pour faire le petit coup du voyage dans le temps, on annule tout ce qui s'est passé. Et ils se rendent compte que Thanos a détruit toutes les pierres. Et c'est à ce moment-là que le film nous prend une nouvelle fois de court, en nous mettant en écran noir et en marquant d'un seul coup 5 ans plus tard. Et là, tu dis, comment ça, 5 ans et en effet, finalement, celui qui a le moins perdu dans tout ça, c'est Tony, parce qu'il a pas perdu Pepper Potts. Et c'est quand même le seul rock qu'il avait dans sa vie. Et il en a profité même pour avoir une petite fille, qui l'aime 3000. Et au final, c'est de tout ce plan-là, parce qu'en effet, Ant-Man revient et on comprend que finalement, la solution, on va peut-être finalement pouvoir revenir dans le temps. Mais lui, il est là, il fait, mais oui, c'est le seul qui a quelque chose à perdre dans tout ça. Parce que tous les autres, ils sont restés bloqués finalement 5 ans en arrière. Black Widow, elle essaye de compenser tout ce qu'elle a perdu en essayant de diriger, en essayant de tout sauver. Il y a une petite discussion au début avec Okoye, qui est une des rares de la team de Black Panther qui a survécu. Où elle dit, oui, pareil qu'il y a eu un séisme, qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien, c'est un séisme. Enfin, il est arrivé un moment, tu peux pas non plus gérer la Terre. Et Captain, qui lui, de son côté, fait des réunions à la alcoolique anonyme pour les gens qui sont restés en vie. Et comment gérer le deuil. Et pareil, lui au fond il est resté bloqué. Ils sont tous restés bloqués d'une manière ou d'une autre. Thor, Valkyrie. Thor peut-être encore plus que les autres, parce qu'on a la surprise de Thor qui vont aller chercher. Je vais laisser ma camarade en parler, je sens qu'elle en a envie. Oui, mais c'est pareil, tu vois. T'as ceux qui ont perdu des gens importants. Thor, il a quand même perdu son frère, et puis il a pas perdu dans le snap en plus. Il l'a vu mourir, et c'était pas cool. Enfin, il a perdu d'autres gens dans le snap et tout ça. Mais lui, sa solution, mais moi je suis un dieu, je suis immortel ou presque. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me foutre dans un petit coin perdu sur Terre en plus, alors qu'il peut aller où il veut dans l'univers, sur un petit coin perdu sur Terre avec mes potes, et puis on va pêcher, boire des bières et jouer aux jeux vidéo, quoi. En Norvège quand même.
C'est New Asgard. Et c'est vrai que c'est ouais, donc le truc rigolo de cette scène-là, c'est que voilà, lui, il a passé 5 ans à picoler et il a pris 100 kilos. Il a pris 100 kilos. Mais en gros, voilà, il a procrastiné de ouf en jouant aux jeux vidéo en buvant des bières. Quoi. Non, je voulais dire que c'était intéressant, c'était qu'une fois Thanos mort, en fait, on trouve tous les Avengers qui restent, qui sont totalement désemparés, qui savent pas quoi faire, qui ont plus de mission, plus de but dans leur vie, vraiment, il y a vraiment une impression de défaite en fait. Et il le répète d'ailleurs plusieurs fois, on a perdu. Pas Tony. Tony, lui. Oui, pas Tony, mais les autres qui sont. Ouais, les autres. Non, puis c'est vrai que c'est ce qui résout souvent les histoires des super-héros, c'est on tue le méchant et fait quoi après. C'était ça qu'il fallait faire. L'autre personnage qui a avancé, c'est Hulk aussi. Enfin, Bruce Banner, qui a réussi à devenir professeur Hulk. Oui, qui se réconcilier avec son. Oui, c'est ça, il a réussi à accepter sa colère pour devenir un personnage en CGI super chelou. Oui, ça m'a un peu choqué. Hulk habillé avec des lunettes. J'avoue, ça m'a un peu perturbé quand même, ce personnage. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est qu'il dab. Oui, ça, mon cerveau a préféré occulter. Voilà, exactement. Mais du coup, moi, j'étais un peu déçu parce que ça faisait depuis Infinity War, on n'a pas eu de Hulk qui tabasse tout. Du coup, je me suis dit, encore, on l'aura pas non plus. Tant pis. Là où j'étais surprise aussi, c'était l'utilisation de Captain Marvel. Qui du coup le film précédent quand même on t'avance que regardez c'est la meuf la juste la plus puissante de l'univers et finalement elle sert pas autant que ça. En même temps justement parce qu'elle est super pétée. C'est ça. Et c'est bien justifié je trouve vu que c'est justifié par le fait qu'elle s'occupe du reste de l'univers j'ai envie de dire parce que elle le précise elle dit mais il y a pas que sur Terre qu'il y a 50% de la population qui a disparu et donc il y a des troubles partout. Oui et il y a pas des Avengers sur toutes les planètes. Oui mais il y a 3 pires de l'infinité rien que sur la Terre donc c'est oh là là ça tombe bien. ça veut dire qu'il y a un truc rien qu'à New York quoi. Non et puis c'est aussi alors outre de scénario c'est expliqué par le fait simplement que ce film-là était la conclusion de cette phase 3 et de cette première grande partie du MCU et donc des premiers Avengers et elle incarne l'avenir quoi. Clairement elle va être là à partir de maintenant elle et d'autres qui vont revenir. C'est l'avenir du MCU. En effet, elle est hyper pétée. Moi, ça me dérange pas du tout. Et elle a plein de... les quelques moments où on la voit dans le film, elle est toujours badass et j'ai bien kiffé. Mais oui, c'est vrai qu'il y a tout un univers duquel il faut s'occuper quand même. On en parle de sa coupe de cheveux. Oui, alors tu m'enlèves les mots de la bouche. Parce que moi, c'était ma grosse frustration dans son film, c'est qu'elle est de sa version cheveux longs. Elle est vachement mieux en cheveux courts. Au moment de l'avant-première, on avait été... oui c'est ça, c'était l'avant-première. On avait été avec les chroniqueurs. Le comics qui était proposé, il y avait un petit extrait de comics et justement le design du personnage dans le comics actuellement a les cheveux courts et je pense que c'est pour renouer avec le côté actuel. Oui, totalement. Mais du coup, moi j'aimais bien son brushing des années 90. Alors du coup, j'étais perplexe au début. Ouais, mais justement, elle avait un espèce de brushing tourette dans les années 2010 et des brouettes, donc c'est bien. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pour l'aérodynamisme. Peut-être. Moi, j'étais super perplexe par le personnage parce que du coup, j'ai appris que le film Captain Marvel a été filmé après, mais j'ai trouvé que les personnages se ressemblaient pas forcément. Enfin, le Captain Marvel, le Endgame et le Captain Marvel, le Captain Marvel. Et j'ai l'impression que c'était quelqu'un de beaucoup plus froid, beaucoup plus distant, un peu arrogant des fois. Du coup, j'ai pas eu autant de sympathie et je me suis pas du tout identifiée. Bon, ça c'est normal, mais j'ai pas eu. Comment ça, tu défonces pas des vaisseaux en volant dans l'espace? Très bien. Voilà. Après, il faut se rendre compte qu'entre le film Captain Marvel qui se passe dans les années 90 et Endgame, il y a 20 ans qui se déroulent, donc il a pu se passer plein de choses dans le personnage. Peut-être qu'on le verra dans Captain Marvel 2, on ne sait pas à quel moment il aura lieu dans la chronologie, mais elle a pu vachement évoluer en fait, tout simplement. Et ça a peut-être changé aussi son caractère. Après, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les personnages qui vivent longtemps. C'est comme les vampires, ils se déshumanisent un petit peu. Ils perdent un peu d'empathie. Ils voient tellement de gens mourir autour d'eux, machin, comme moment. C'est ça, et c'est vrai que c'est donc ça Cathy. Tu es un vampire. Révélation. Du coup, moi j'étais plutôt contente de la manière dont était amené quand même le voyage dans le temps.
quand même, parce que bon, il bute Thanos, et puis Ant-Man il arrive. Au fait, vous rappelez de moi que vous méprisez. Faut que tu racontes la scène du rat. Mais vas-y. La scène de la scène du rat. Mais raconte-nous la scène du rat. C'est le rat qui sauve l'univers. C'est le rat qui sauve l'univers. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est le rat qui rallume le moteur, qui ramène. C'est là qu'était. C'est quoi déjà Scott son nom Lang, Voilà, merci. Parce que moi, à chaque fois, j'ai Hank Pym qui me bloque. C'est ça, oui, parce que du coup, ils faisaient l'expérience, ils étaient je sais plus où, dans un parking, et voilà. du coup. Il se retrouve piégé dans son espèce de Quantum Realm. Voilà. Et bon, du coup, on suppute que le van a dû rester là un moment, et il a fini par être mis au rebut ou je sais pas trop quoi, et on retrouve ce vieux van tout pourri dans un coin. Et là, il y a un con de rat qui passe à ce moment-là, qui avec ses petites papates appuie sur un ou deux interrupteurs, les bons en plus, des trucs de fou. Et puis pouf, Ant-Man qui ressort. Ben, j'ai vu plein de gens qui ont critiqué le fait que oui, c'est trop facile, c'est un Deus Ex Machina résumé par un rat. Mais ça va, c'est 5 ans, il y a prescription quand même. Et puis ça va, on s'est tapé 25 minutes de deuil, on a pas un rat qui a pris un bouton. Faut savoir que le film à l'origine durait 4 heures et en fait pendant 30 minutes on voyait le rat appuyer sur plein de boutons. J'espère qu'il trouve la bonne solution. En fait, il y a 500 rats qui sont passés avant, voilà, celui-là qui a trouvé la combinaison. Il y a un chat, un chien, il y avait plein d'animaux qui tentent leur chance, un peu comme Excalibur, et puis finalement c'est le rat qui trouve la solution. Bah, n'empêche qu'il a eu quand même un énorme coup de cul parce qu'ils auraient pu balancer la caisse à la casse et du coup ça aurait été fini du scénario. Allez, ciao les nazes. Oui, mais dans ce cas-là, Doctor Strange n'aurait pas pris cette solution-là. C'est vrai. Peut-être que dans une des solutions, il y avait ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est un peu omniscient. C'est le meilleur d'entre nous. Bah ouais, et c'est vrai que du coup, toute la partie où du coup il se dit allez, voyage dans le temps. Bon, la partie explication où du coup, en gros, dans le principe, c'est il remonte dans le temps pour essayer d'aller chercher les pierres à des timelines assez précises parce que du coup, il y a des moments où elles se sont toutes retrouvées à un moment sur Terre. Si je me rappelle bien. Tout ou presque. Ouais, en gros, ils ont expliqué en gros qu'il y en avait 3 qui étaient en même temps à New York. Ouais. À New York parce que gros coup de peau quand même. Il y a celle qu'ils ont récupérée à je sais plus à la planète où il y a Red Skull. Ah oui, c'est vrai. Et celle où il y a que Peter Quill récupère au début de Guardians of the Galaxy. Ouais. Celle qui est violette là, je sais plus c'est laquelle. On parlera de cette scène. Ouais. Mais oui. Et il y a quoi? Il y a lesquelles d'autres? Oui, celle dans Thor 2. Ouais. Et puis voilà, et donc leur plan c'est de tous récupérer. Ça faisait des scènes rigolotes, mais en fait moi c'était plus l'explication du voyage dans le temps où j'ai complètement décroché parce que c'était la scène pseudo-science expliquée de notre manière comment c'est fait. Avec Stark qui trouve la solution en l'espace d'une soirée. Hein. Oui, par contre cette scène elle est géniale parce qu'il est vraiment en mode désabusé. C'est-à-dire que quand il commence à parler de cette solution, genre oui il faut qu'on trouve un moyen de récupérer tout le monde, machin. Ouais non mais c'est tombé, lui tu le vois, il vient de passer 21 jours dans l'espace sans bouffer, il est tout décharné sur son fauteuil roulant à Vachi, il en a marre de tout quoi. Tu sens vraiment qu'il veut lâcher le truc et puis chacun rentre chez eux en mode non c'est bon il veut pas le faire, puis il rentre chez lui. Tu veux pas me faire ça là comme ça et puis comme ça? Ouais bah en fait ça marche. Oh merde. Mais c'est encore un personnage qui est hyper bien travaillé parce que Tony Stark, malgré tout ce qu'il dit, au fond, c'est quelqu'un qui il est vachement dans le paraître. Ouais, il est vachement dans le paraître. Et quand ils vont le revoir au bout de 5 ans, parce que Scott Lang vient d'arriver, et qu'ils lui disent bon, on voudrait faire un heist, un cambriolage dans le temps, et qu'il leur dit non, mais c'est mort, j'ai trop à perdre. Et il refuse et en même temps il peut pas s'empêcher de regarder parce que il est comme ça et que s'il y a la moindre solution et finalement il tombe dessus. Et la première chose qu'il va voir, c'est voir sa femme. Il dit bon j'ai trouvé la solution, mais si tu veux, je balance tout. Enfin, t'es plus important. Et c'est Pepper Potts qui lui dit tu peux pas t'en empêcher. Enfin, tu peux pas le laisser au fond du lac la solution. C'est quand même une énorme évolution du personnage qui, pour une fois, ne fait pas quelque chose de complètement égoïste. Ouais. Mais il a même dans les anciens, tu regardes dans Iron Man 3 après, ça date d'après Avenger. Et toutes les armures qu'il a créées, c'est par rapport au stress qu'il a eu dans le premier Avenger. Et il a flippé toute sa vie. Depuis le premier Avenger, il attend l'arrivée de Thanos. Et finalement Thanos est arrivé et il a quand même gagné et il l'a hyper mal vécu quand il revient sur Terre au début de Endgame. Il s'engueule avec Captain America en lui disant mais je t'avais prévenu, il allait arriver, on a perdu, c'est de ta faute aussi. Et il sait aussi que c'est de sa faute à lui, mais il fait on n'était pas assez près et c'est à cause de toi parce que t'as pas voulu signer les accords. Il y a eu Civil War, il y a eu plein de choses et il lui en veut énormément pour ça, mais au fond il sait qu'il y a il n'y avait pas grand chose à faire, mais qu'il y a peut-être une solution maintenant aujourd'hui. Parce qu'il faut pas oublier un truc important, c'est que Tony Stark, il a un ego démesuré. Bah oui. Et du coup, c'est ça. C'est-à-dire, je veux pas admettre devant les gens que j'ai une partie des torts. Je veux pas admettre devant les gens que ça me fait chier moi aussi qu'il y ait des gens qui aient disparu. Je veux pas admettre devant les gens que de tenir Peter Parker pendant qu'il se convertissait en cendre, ça m'a brisé le cœur. Il a perdu un fils. Hein. Voilà, oui, c'est le fils spirituel. Hein. Et ça, il veut pas l'admettre devant les autres. Donc devant les autres, il joue le sale con comme il fait toujours. Puis une fois que les autres sont partis, il fait ouais merde quand même. Bah ouais.
c'est toute la dualité du personnage. D'ailleurs, on voit très bien dans... j'ai oublié le nom de ce comics, les fans de comics vont me le retrouver. C'est un issue où Tony Stark, il s'engueule avec Pepper Potts et il se noie dans l'alcool, mais encore 10 fois pire que d'habitude. Et où il invente je sais plus quel appareil de fou de malade. Parce que c'est ça, en fait, c'est toute la dualité de ce personnage. C'est-à-dire que c'est quand même une tête... il a un ego pas possible, il a besoin d'inventer des trucs, de créer des trucs, mais il est toujours poursuivi par ses propres démons de ce que je ferai sera jamais assez bien, j'arriverai jamais au niveau de mon père, comment les gens me voient, et il se prend perpétuellement la tête, et c'est pour ça qu'il se prend la tête avec Captain America, parce que lui c'est un symbole, tu vois, c'est le héros de l'Amérique, c'est le cul de l'Amérique. Et l'autre à côté, voilà, il le prend mal, donc il faut qu'il fasse pire. Mais d'ailleurs, il y a pas que lui comme personnage qui a des soucis avec son père. Oui. Et on peut parler de Nebula qui a un développement au niveau de son personnage impressionnant, hyper impressionnant. Parce que le père de Stark, du coup, on le croise. Oui, elle est choupie. Elle est très bien cette scène. Avec comment vous appelez Howard Stark. Bah, c'est ça. Et... Non, mais quand il lui dit, quand son père lui dit comment vous appelez, il fait Howard. Howard, il trouve un autre nom de famille, je sais plus. Potts. Non mais du coup le personnage de Nebula quand même parce que du coup ils reviennent dans le temps et il y a une timeline où c'est quand ils sont sur la planète de Quill qui trouvent la pierre avec cette scène à mourir de rire où tu vois l'envers où t'entends pas la musique en même temps que lui et c'était hyper drôle parce que cette scène était déjà drôle avec la musique et du coup elle devient encore plus drôle sans musique. Je trouve qu'ils ont réussi quand même apparemment James Gunn a approuvé cette scène. On aurait pu dire qu'ils ont complètement détruit son travail mais en fait il a adoré. Non c'est génial. Tu vois l'envers tu vois juste un mec en fait avec un casque en train de danser comme un con tout comme seul un sur gogol sur une planète qui a l'air hostile quand même. Et c'est vrai que du coup donc dans cette timeline Thanos découvre qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer qu'il a pas préparé et du coup il y a déjà une dissociation du coup des timelines à ce moment-là puisque du coup dans le fil conducteur que nous on a découvert Thanos ne sait pas qu'il y a un voyage dans le temps qui se prépare. Là du coup il sait parce que Nebula a un bug en gros dans son serveur elle capte les images du futur du futur présent de l'autre Nebula de l'autre Nebula, ouais, c'est ça. Pour le coup, c'est un peu le côté paradoxe temporel, le retour vers le futur. Alors, en fait, ils ont fait un choix au niveau du voyage dans le temps d'expliquer qu'on ne peut pas changer son passé. Son passé a eu lieu, et que par contre, si on change quelque chose, ce que ça crée, c'est que ça crée une nouvelle timeline. Donc, ce qui évite normalement, en général, les paradoxes temporels et de se prendre la tête. C'était une solution plutôt intelligente. Et surtout, c'est que ça permet d'imaginer plein de choses pour la suite. Et puis c'est pour ça que Nebula, du coup, arrivé à un moment dans le film, elle est obligée de faire un choix entre son elle passé et elle maintenant, et elle arrive à s'en sortir. Et ça va pas faire comme dans Retour vers le futur, où du coup elle va disparaître, parce que du coup c'est pas du tout les mêmes Nebula. Voilà, c'est ça. C'est une Nebula, on va dire, de prime d'un côté et une Nebula normale de l'autre. Après, j'avoue que même s'ils l'avaient bien expliqué, bien posé les règles et tout, leur explication était tellement alambiquée que quand j'ai vu la seconde Nebula se faire tuer, je me suis quand même dit mais pourquoi elle disparaît pas et puis pourquoi quand ils ont pris les pierres, pourquoi les pierres sont restées voilà. Par exemple, tu te posais quand même des questions. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'explications, ils ont fait énormément de références à plein de films différents qui ont qui font un peu le même qui font des voyages dans le temps mais bon, personnellement ça m'a pas trop dérangé parce que j'ai pensé qu'il fallait juste suspense of disbelief, tu vois, il faut juste ne pas se prendre la tête avec ça et se dire voilà c'est l'histoire et juste passer au-dessus, mais je savais qu'il y aurait beaucoup de gens que ça embêterait cette histoire de ils ont quand même cité Code Quantum. Moi je suis désolée mais rien que pour ça j'ai kiffé. De toute façon c'est ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité, hein. C'est ça voilà, c'est ça que j'ai cherché. Tu pars du principe que de toute manière c'est bon, on est dans le film, la solution qui est amenée c'est celle-ci, donc t'y crois ou t'y crois pas, mais dans tous les cas tu vas passer à la casserole. Je trouve pas ça déconnant tout simplement parce que c'est un procédé qui est énormément utilisé dans les comics et je trouve que justement c'était bien pour une fois de pas jouer la règle justement celle à laquelle on s'attendait tous avec la modification du passé etc machin, et de jouer la carte des timelines différentes. Finalement c'est ce qu'ils font dans les comics depuis toujours et c'était bien je trouve de pouvoir le transposer au cinéma. Après, ils ont beau avoir posé cette règle-là, il y a quand même eu un paradoxe tout à la fin, mais on en parlera plus tard. Oui, non, mais complètement. Et en fait, moi je sais que mon chéri, du coup, ça l'a beaucoup embêté, puisqu'on a beaucoup parlé à la fin du film. Mais en même temps, avec du recul, il a raison, puisque à la fin du film, on peut en parler, de toute façon, on est dans la partie spoil, on s'en fout. Oui. Mais il y a Captain America
et qui du coup décide de retourner dans le temps, redéposer les pierres pour que du coup les timelines puissent reprendre un cours normal quoi. Donc du coup il y retourne et plutôt que de revenir comme ça, et il revient pas et il décide de retrouver sa chair et tendre, et ça c'était quand même vachement cool. Oui. Sauf que techniquement, il a changé de timeline, donc on devrait pas le retrouver sur son banc à la fin. Sauf s'il voyage entre les dimensions, les différentes timelines. Ouais, il peut voyager d'une timeline à l'autre. C'est la solution la plus logique pour moi. Après, le Quantum Realm permet de faire plein de choses. Mais du coup, il avait en plus son truc de Pym là, pour voyager. Il lui en restait un, puisqu'il devait en avoir un pour revenir. Donc tu peux à la rigueur te dire qu'il l'a utilisé à la fin. Peut-être. Genre à 70 piges, il s'est dit tiens, je vais aller. Du coup, il a laissé sa femme. Ah non, mais Peggy Carter, elle arrive à un âge où normalement elle est morte, puisqu'elle meurt. Elle est censée être morte elle meurt dans Captain America 3. Après, peut-être que d'avoir vécu avec lui, elle a pu vivre plus longtemps ou moins longtemps. On dit que souvent que le couple. Ou alors on aura droit à une Captain Peggy Carter dans un film. Oui. Et ça, j'ai hâte. C'est ça la saison 3 de Peggy. Après, c'est vrai que comme il avait toutes les pierres, il devait quand même les reposer sur différentes planètes dans différentes époques. Du coup, c'est possible qu'il ait eu plusieurs chargeurs effectivement pour retourner dans la bonne timeline pour faire cette scène finale. Ouais, après j'ai plus vu pour justifier la fin de Captain America comme l'on connaît. Il est passé le flambeau. Après, c'est vrai que j'ai pas trouvé la scêne tellement émouvante. Non. J'ai été émue par plein de choses. Je vais lancer des peluches. Non, moi j'ai plus été émue par Spider-Man avec Tony Stark. Moi j'ai plus été émue par ça, ou peut-être parce que je sais pas, je suis peut-être gérontophobe, je sais pas. J'aime pas les vieux. C'est d'un coup voir Clint Eastwood débarquer. Non, moi non plus j'ai pas été spécialement émue. J'ai peut-être un début d'idée. C'est parce qu'en fait, il te dit rien sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le seul élément que t'as, c'est qu'il a une alliance, mais tu sais pas si elle est encore en vie ou pas, s'il a passé sa vie, parce que ça peut être l'alliance avec une autre femme, peut-être qu'il l'a retrouvée, qu'ils se sont engueulés, et le fait que tu saches rien sur sa vie, tu t'as pas d'empathie, donc tu t'en fous. Après, t'as quand même quelques éléments dans la série Agent Carter et dans Captain America 2 où ça sous-entend que Peggy Carter a vécu avec avec un mari pendant quelques années sans qu'on le mentionne. Donc est-ce que ce serait lui ? D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de Peggy Carter parce que ça va nous permettre de refaire un petit retour sur le focus qu'il y a sur les femmes dans le film, parce que c'est assez c'est plutôt cool quand même, il faut le dire, parce que dans le film à la fin il y a quand même une bataille qui dure 1 heure. C'est passé très très vite. Ce kiff. Parce que le film dure 3 heures. Moi personnellement, fan du Seigneur des Anneaux, du coup moi j'aime les films qui durent 3 heures, surtout quand il y a des batailles épiques, et celle-ci était quand même particulièrement épique parce que là c'est un peu le Hall of Fame de tout le MCU à ce moment-là. Tellement. Et en fait il y a eu quelques critiques qui ont été faites là-dessus, mais on a un énorme en effet zoom sur les femmes de toutes les générations des différents films Marvel, et c'était quand même plutôt cool. Et on a même une Pepper Pot avec une armure Iron Man. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ah ouais, j'ai super kiffé pour ma part. J'ai trouvé que c'était un petit pied de nez à tout ce qu'on pouvait dire sur justement parce que on va quand même être honnête, les films Marvel sont loin d'être parfaits en termes de personnages féminins, de représentation des personnages féminins, même si avec le temps ils s'améliorent, mais surtout en termes de storytelling des personnages féminins. On a quand même eu, moi je resterai toujours, même si j'adore ce film, je resterai toujours choquée par Black Widow qui sert à rien. Qui sert à rien et qui dit je suis un monstre parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Ça c'est quelque chose qui m'a largement traumatisée et que je pourrais jamais l'effacer de ma mémoire. Donc là j'ai trouvé que c'était un pied de nez à tout ce qu'on a pu dire. Alors ça fait un petit peu justificatif, je pense qu'on est plusieurs à le penser autour de la table, mais moi je préfère le prendre comme un pied de nez. C'est un pied de nez, et puis aussi c'est pour peut-être montrer, marquer un peu au fer rouge le fait qu'on est dans une nouvelle époque. Oui. Et du coup, voilà, l'ancienne époque des anciens héros est en train de se terminer. Captain Marvel passe la main. Les personnages féminins, là on voit la nana qui est de Black Panther, là, qui est ultra intelligente, là, qui est Shuri. Mais voilà, on a tout un tas de personnages féminins qui sont très intelligent, très courageux, plein de pouvoirs. Valkyrie. Non mais voilà. Mais oui. Par contre, il y avait Mantis sur le plan, j'ai pas compris. Mantis, elle fait quoi quand elle attaque? Mantis qui va sur le champ de bataille. Ouais. Pourquoi? C'est genre elle attrape les gens, elle fait tu veux rentrer chez toi. Dodo. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Non mais ouais, c'était plutôt cool. Et d'ailleurs, pour en revenir sur cette bataille, j'ai trouvé qu'elle était quand même assez bien chorégraphiée.
parce qu'il y en a quand même dans tous les sens et on a le temps de profiter d'un peu tous les personnages. Est-ce qu'on peut parler de Captain America qui prend le marteau de Thor? Oui. Moi j'ai hurlé dans le cinéma, alors Dieu merci tout le monde criait dans le cinéma. Dans la mais j'ai hurlé, oui les Warzy, et puis en plus avec Thor qui fait I knew it, référence à Age of Ultron où justement il y a toute cette scène où ils essayent tous de prendre le marteau et où ils bougent d'un demi millimètre et la tête de Thor est franchement priceless. Et là vraiment avec Captain America, mais puis même qui arrive à prendre, je sais plus comment il s'appelle, Stormbreaker. Ouais. Stormbreaker, et il fait non vas-y quand même prends le petit, hein, c'est déjà pas mal. Franchement c'était un kiff total. Entre ça et son petit cul. Ah, son cul. Non, je trouve ça très drôle qu'un simple truc qui semblait être un gag dans Age of Ultron, en fait, c'était une préparation paiement là-dedans. Et après, pour élargir, le film est bourré de références pour les fans, de toute façon. Et c'est ça qui rend comme une récompense pour tous ceux qui ont vu tous les films et qui ont adoré. Genre, même au début de la bataille, la première chose que tu entends de quelqu'un qui est revenu, c'est On Your Left de Anthony Mackie, de The Falcon. Alors, resitue-moi, parce que là, je suis perdu. Quand tu vois Captain America, scène de ouf, face à toute l'armée de Thanos, tout seul, des images de ouf. Et puis là, tu entends des petits grésillements, tu entends Cap, on your left. Oui. Référence à Captain America 2. Au tout début, quand ils rencontrent justement Falcon, ils n'arrêtent pas de le dépasser, c'est leur petite blague entre eux. D'accord. Voilà, okay. et c'est bourré de références et c'est génial. Et Captain en général, tout le film a ça. Alors, dans le voyage dans le temps, il voyage notamment en 2012 lors de la bataille de New York du premier Avenger, ce qui permet notamment de voir les coulisses de cette bataille. J'aime beaucoup cette scène mythique où on les voit tous autour de Loki par terre, et d'un seul coup, on a presque l'impression qu'il y a un réalisateur qui va dire couper. Et là, ça, ils prennent un petit verre, ils font bon, alors elle était bien cette bataille. Hein, avec Hulk qui fait semblant de taper. T'as Hulk qui a pas le droit de prendre l'ascenseur avec les autres héros, du coup il est obligé de descendre les escaliers. Et c'est à cause de lui qu'on perd le TCR. C'est ça, et ça permet d'avoir cette scène qui est un rappel à pour moi l'une des meilleures scènes de tout le MCU, qui est la scène de l'ascenseur de Captain America 2. Mais alors, oui, ce n'est pas le même ascenseur. Mais c'est une scène d'ascenseur avec les mêmes acteurs. Ouais. Et donc Captain qui doit récupérer la lance de Loki et qui va parler à ses collègues, alors que lui maintenant sait que ses collègues-là sont des mecs d'Hydra, ce qu'il ne savait pas à l'époque en 2012, et qui va leur susurrer à l'oreille non mais c'est bon, je suis avec vous, je suis à Hydra, et qui va comme ça récupérer le sceptre avec une facilité déconcertante. Et voilà, il y a beaucoup de petites références comme ça à plein d'éléments du MCU, plein de passages. Donc c'est bien, c'est que c'est du fanservice, mais il n'est pas complètement gratuit non plus. On se sert d'informations, et la question, on en parlait du marteau tout à l'heure pour Captain, il y a quand même des gens qui se déchirent sur Twitter à savoir est-ce que il pouvait sauver le marteau dès Age of Ultron. Est-ce qu'il a pas fait juste semblant pour pas mettre Thor dans le malaise? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Il est trop bon. Ouais, c'est pas du fanservice, c'est pour moi vraiment une récompense à tous ceux qui ont suivi 11 ans de MCU. J'ai l'impression que tous les 22 films ont été référencés dans ce film-là. Oui. Genre vraiment, c'est un condensé là-dedans, et tu peux retrouver un petit élément de chaque film. Genre Thor 2, il y a littéralement des scènes de Thor 2. Oui, on voit Nathalie Portman. Voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé ça super émouvant le moment où il retourne à Asgard et il voit sa maman. Et sachant qu'elle se fait assassiner, et c'est super triste. Mais il y a plusieurs rencontres assez émouvantes. Donc il y a Stark et son père. Il y a rencontre un peu moins émouvante, mais assez, on va dire, mouvementée entre Captain America et Captain America. Oui. Et, et finalement Thor et sa mère. Et c'est vrai que c'est ça. En fait, ça donne un peu la chance, je sais pas, l'opportunité à ces personnages de résoudre certains conflits non résolus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient, enfin moi je l'ai pas ressenti comme ça, mais qu'ils avaient mal pris le fait que sa mère lui dise mange une salade à la fin, et que ça a cassé un peu justement ce moment hyper émouvant, et que peut-être il fallait prendre, un peu moins forcer sur les blagues. On etc. est dans Marvel, hein. Oui, on est d'accord, je suis d'accord. Enfin moi en tout cas ça m'a pas choqué, je trouvais que ça, voilà. Enfin, c'est toujours les ups and downs avec Marvel. Mais de toute façon, ce film-là, c'était en quelque sorte la conclusion de la Trinité. Captain America, Iron Man et Thor, même si on sait qu'il va finalement être dans Guardians of the Galaxy 3, ça va être génial. On ne sait pas, ça va être on l'espère tous, on espère, mais du coup, ils ont essayé de conclure chacun avec effectivement un dialogue avec quelqu'un qui les a inspirés, parce que pour Captain America, pour Thor, t'as donc sa mère, pour Iron Man, t'as son père. Pour Captain America, t'as pas de parole, mais t'as quand même la danse finale avec Peggy Carter. Hein. Oh là là. C'est là que j'ai pleuré.
Est-ce qu'on parle du cas Gamora? Oui. Ah bah surtout pour la suite. Vas-y. Bah oui, parce que moi, du balance. coup j'ai pas. Non mais justement, je vous pose la question parce que j'ai pas tout compris. Alors. Gamora en fait a été sacrifiée Oui, par Thanos donc elle, pour obtenir normalement, la elle pierre était de morte, l'âme. elle était morte. La timeline du passé, C'est ça. elle est morte. Elle est morte. Mais du coup, cette Gamora, cette Nebula qu'on a là, putain, Gamora. Merci. Alors, Gamora, c'est la verte, Nebula, c'est la bleue. Faut des codes couleurs, des mnémotechniques. Ouais, donc en fait, celle-là, c'est pas celle de notre timeline à nous, c'est celle d'une timeline autre. Et c'est pour ça qu'elle connaît pas Quill et c'est pour ça qu'elle lui met. C'est ça, parce que c'est la Gamora qui était encore au service de son père à l'époque. C'est ça. Donc s'il veut la récupérer, il va devoir la reconquérir. C'est ça. En fait, c'est l'intérêt. Ça va être l'intérêt des Gardiens de la Galaxie 3 aussi. C'est que c'est la Gamora de 2012 ou 13. Et donc elle ne connaît pas Peter Quill, elle connaît pas les Gardiens de la Galaxie, tout simplement, elle connaît pas Rocket Raccoon ni Groot. À la fin du film, on nous explique qu'elle a disparu, on sait pas où elle est, et je pense que ça va être, l'idée ça va être de la retrouver et de la faire repasser du côté des Gardiens, surtout que maintenant les Gardiens ils ont Nebula, donc ils ont sa sœur, donc ça va être un levier je pense pour les Gardiens 3. Mais oui, en effet, ça permet de faire revenir le personnage, mais c'est pas le même personnage. Sachant que ça va pas être, je pense, trop difficile de la faire revenir, parce que tu te rends compte quand même dans le film de Avengers Endgame qu'elle avait pas besoin de grandes choses pour avoir déjà un bon fond. Ouais. Bah, de toute façon, elle avait déjà des doutes sur. Elle voulait déjà partir, ça se sent. Bah, c'est le moment où elle part en fait dans les Gardiens. C'est au moment où en fait Thanos l'envoie aller chercher la pierre de pouvoir. C'est à ce moment-là qu'elle le trahit. Donc elle était sur le point de le trahir déjà à ce moment-là, mais il n'empêche qu'elle est dans l'incompréhension la plus totale. Et là, elle arrive dans une époque qu'elle connaît pas. Et tout le monde lui dit mais si on était, enfin t'as Peter Quill qui lui dit mais on est ensemble et il y a aucune raison qu'elle comprenne ça quoi. Ça c'est ce que j'attends pas du tout dans Guardians of the Galaxy 3, c'est tous les passages où Quill va essayer de reconquérir Gamora, parce que déjà c'est pas intéressant ni dans le 1 ni dans le 2, je me dis que ça va être pire dans le 3. Mais peut-être qu'il va retenter les mêmes situations, il va remettre les mêmes musiques et il va se planter à chaque fois. Il a un peu le syndrome de, comment il s'appelle, je sais pas si vous avez vu ce film. C'est un film avec Adam Sandler, je pense. Non, un film qui était plutôt bien d'ailleurs. Il était temps avec notre roux préféré là. Notre roux, Domhnall Gleeson. Voilà, où c'est un mec qui son père lui annonce à ses 21 ans qu'en gros il a la capacité de voyager dans le temps, en se mettant dans le noir et en pensant très fort à une époque. Donc du coup il le fait et lui, genre son père, il dit bah moi j'ai utilisé ça pour lire des bouquins. Et lui il me dit moi je vais trouver l'amour. Du coup bah là c'est un peu le. Et en fait là vous m'avez pas vu mais je viens de faire un geste genre mais what the fuck. T'as ça comme pouvoir, tu fais ça quoi. C'est un très bon film. Bah son père du coup le regarde un peu genre t'es sérieux mec. Et du coup bah justement il utilise le fait de pouvoir voyager dans le temps pour pouvoir apprendre un peu plus d'une nana sur laquelle il a flashé. Et donc du coup ça lui évite de faire des erreurs. Est-ce que Quill ne peut pas faire du coup parce que du coup il a une nouvelle Gamora qui a redémarré de zéro, mais il en connaît pas forcément. Mais qui a pas vécu les aventures avec eux. Bah c'est ça. Donc, et surtout qui est préparé. Oui c'est ça. Juste pour au passage, c'est un très bon film, surtout que c'est une très bonne surprise parce que ça ressemble à une comédie romantique, mais en fait c'est un film familial. Enfin, c'est un film, presque un drame familial. C'est plus un drame familial anglais, quoi, comme on les connaît. Voilà. Est-ce qu'il est sur Netflix? Il était sur Netflix. Il était sur Netflix. Il y a plein de trucs qui disparaissent de Netflix. Ouais, il fait des allers-retours sur Netflix. Moi, je l'ai vu il y a genre 2 semaines, donc je pense qu'il y a encore. Et justement, c'était, je crois, dans un Halo Central où quelqu'un l'avait recommandé, je crois. Mais il y a fort longtemps. Donc du coup j'ai repensé à ce truc là, ça a popé dans ma tête, je me suis dit allez ne mourrons pas bêtes parce que l'affiche me donnait pas du tout envie à la base. Mais bref, du coup oui ça va être la possible dans la suite, on va pouvoir retrouver Gamora qui repart de zéro et en effet on n'est pas pressé de voir les techniques de drague. Juste un mini truc, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand ils partent donc à Asgard avec Thor et Rocket Raccoon et vous avez remarqué Thor il l'appelle souvent lapin, mais en fait tous les Asgardiens ils font pareil. Oui. Parce qu'à un moment il lui court après, il faut attraper le lapin. Alors ils ont pas croisé le temps. Donc je pense qu'à Asgard il y a des lapins qui ressemblent à des ratons laveurs. Je sais pas. C'est possible, c'est pas la première fois qu'on nous explique qu'il y a des bestioles qu'il y a sur Asgard et qu'il n'y a pas ailleurs. Mais de toute façon aucun personnage l'appelle Rocket Raccoon. Enfin, je crois que Tony Stark l'appelle Ratchet de Ratchet et Clank. Ouais. Donc personne l'appelle par ce qu'il est vraiment. Donc. Mais c'est pareil, lui c'est un personnage qui a bien évolué parce que c'était quand même un peu écorché vif. Ouais, et puis une espèce de mascotte un peu poilue. T'es genre je suis mignon mais j'ai un passé sombre et je trouve qu'il est vachement raisonnable dans le dernier film. D'ailleurs apparemment Gardien de la Galaxie 3 pourrait tourner autour de ce personnage là.
d'après ce qu'on a entendu. Mais je suis d'accord pour son évolution et la scène où tu le vois tenir la main de Nebula alors qu'ils se sont battus pendant tout Guardians of the Galaxy 2, c'était super émouvant. Genre des vieux ennemis qui se rassemblent parce qu'ils ont perdu tout le reste de la team. C'est ça qui ressort globalement du film, c'est que on a quand même des personnages qui ont une bonne évolution. Le scénario est loin d'être parfait puisqu'il y a toujours des trucs qui déconnent un peu. Enfin voilà, hein, ça reste un film Marvel quoi. Mais globalement, je trouve qu'ils ont réussi à trouver quelque chose qui mélange émotion, action. Ils ont réussi à faire que 3 heures et ils s'en sont quand même plutôt bien sortis, je trouve. C'est un truc dont on n'avait pas parlé, on en a parlé tout à l'heure en off, mais j'aimerais bien qu'on le réaborde maintenant. C'est le côté des gens qui ont disparu pendant 5 ans et qui reviennent au bout de 5 ans. Donc tout à l'heure on disait oui, mais en fait ils n'ont pas vieilli, ils sont pareils que quand ils ont disparu. Donc du coup les gens qui sont restés, eux ils ont vieilli. Donc imagine, je te dis une bêtise, un couple. Ils avaient 30 ans quand ils étaient ensemble, voilà, maintenant il y en a un, il a 35, enfin, non, ça passe encore. Enfin bon, mais moi, ça me fait penser à la scène où t'as Peter Parker qui revient au lycée et il recroise son pote. Alors, je me souviens pas s'il a été snappé ou pas, mais logiquement, s'il a été snappé, il se souvient de rien, donc il a encore le même âge, donc pourquoi est-ce qu'il s'attrape en mode on s'est pas vu depuis 10 000 ans, tu vois, ça c'est débile. Et s'il est resté... normalement il devrait être plus vieux de 5 ans, donc il devrait plus être au lycée. Donc moi il y a des trucs que j'ai pas tout oui, compris. il devrait être plutôt jeune adulte, ouais. C'est-à-dire que c'était une des conditions sine qua non de Tony Stark, de dire on revient pas dans le temps, les 5 ans restent les 5 ans parce qu'il est hors de question que ma fille disparaisse. Et en effet je pense que ça va être sur l'avenir, les prochains films MCU, sachant que le prochain est Spider-Man, ça va être de traiter aussi de ces conséquences-là. Alors pour le Spider-Man, on nous a fait comprendre clairement que tous les amis proches de Peter Parker ont été snappés, notamment son meilleur pote. Et sa tante May aussi la tante May, on ne sait pas. C'est toujours MILF bonasse tante May là. Je suis désolée, je déteste cette tante May. Elle est trop jeune, trop bonasse, c'est pas normal. Sachant que l'actrice était une ex de Robert Downey Jr., du coup ça faisait très drôle leur rencontre sur Civil. C'est tout much. Mais ouais, dans les suites du coup, des suites de ce film, il y a plusieurs films qui sont en préparation et moi par exemple, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce de Spider-Man 2, 3. 2. Je suis perdu moi à force de faire des reboots de Spider-Man. Oublie ceux avec Andrew Garfield, il n'existe pas. Oui, c'est vrai. Techniquement c'est le 7ème. Non mais j'attends pas du tout ce film. J'attends pas du tout le Spider-Man. Tellement maintenant. Mais non parce que le truc c'est que ça fait un peu Martine est en voyage, tu vois, du coup ça me marche en voyage scolaire. Je ne sais pas si t'as vu la nouvelle bande-annonce qui est tombée parce qu'en fait voilà, j'ai pas vu le principe c'est que ils avaient mis une balise un peu spoiler en disant on vous diffuse pas les images maintenant, mais ils ont mis une nouvelle bande-annonce qui inclut des spoilers d'Endgame. Donc notamment le fait que Tony Stark est mort. Donc ça a une incidence sur le personnage de Peter Parker qui le considérait comme son père spirituel et sur j'ai pas le terme en français, la legacy que Peter Parker l'héritage, merci. Oh le mec bilingue. Désolé. Sors de ce corps Jean-Claude Van Damme. Donc l'héritage qu'il va avoir vis-à-vis d'Iron Man et surtout les conséquences que vont avoir Endgame sur ce qui a pu se passer. On nous fait comprendre que s'amuser à snapper un peu partout dans l'univers, ça a des conséquences d'un point de vue métaphysique et physique, et ça peut ouvrir la Terre à d'autres dimensions. Ce qui laisse un champ de possibilités, notamment quand on connaît l'univers de Spider-Man et le Spider-Verse, qui est complètement énorme et qui va permettre, peut-être, pourquoi pas, de faire venir d'autres personnages rachetés récemment par Disney, du X-Men ou autres, qui pourraient être très intéressants. Ça veut dire qu'il pourrait faire un film où ce serait comme dans Roger Rabbit, où le Spider-Verse pourrait arriver dans le... Je veux pas Spider-Cochon, ça fait pas, 2 j'en ai semaines marre. que je pense à ça et j'ose pas le dire aux gens et je n'attends que ça en fait. Le Roger Rabbit du MCU quoi. Putain, trop bizarre. Après c'est théorie à prendre avec des pincettes parce que celui qui explique ça, c'est Mysterio, qui est réputé dans les comics comme étant quelqu'un qui ment sur son identité et tout. Même si c'est génial d'avoir ce personnage-là dans les... Mysterio, c'est Jack Gyllenhaal. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Mais normalement, tu vois pas sa tête, logiquement. Ça laisse tellement de possibilités au MCU de partir sur cet embranchement-là. Je pense pas qu'on l'aura dans ce film-là. Enfin, ça m'étonnerait fortement qu'ils disent la vérité en fait. Oui, ça m'embête un peu d'ailleurs qu'on voit la tronche de Mysterio, alors que moi dans le dessin animé que je regardais dans les années 90, on voyait jamais sa gueule. C'est comme Rorschach, c'est comme Judge Dredd, c'est tous ces persos qui normalement dans les comics on voit pas leur gueule ou
presque pas. Là, ils veulent mettre des acteurs parce que ça fait bien sur l'affiche, donc on va les montrer. Quoi. Et du coup, on a quoi d'autre en préparation après C'est le seul officiellement annoncé, Spider-Man. En fait, c'est-à-dire que techniquement, il n'aurait même pas dû être annoncé. Il faut savoir que Spider-Man aujourd'hui appartient toujours à Sony. En fait, Marvel a le droit de faire un film avec, mais tout ce qui est marketing est géré par Sony. Ce qui a beaucoup embêté Marvel, parce qu'ils voulaient pas faire d'annonce, et qu'en gros, Sony, ils ont fait non, mais on va faire une bande-annonce pour notre film. Bah, du coup, tout le monde était au courant que Spider-Man allait revenir à la fin d'Endgame. Même si on pouvait s'en douter, voilà. Pour l'instant, Marvel n'a fait aucune annonce concernant un très probable Black Panther 2, un Captain Marvel 2, un Doctor Strange 2 ou autre. Bah, déjà, ça fait un bout de temps qu'on a des dates avec marqué film. Voilà. Oui. Non mais c'est vrai, c'est que pour toutes les phases précédentes, excusez-moi, pour toutes les phases précédentes, on avait une date de sortie, un nom de film. Là, on a juste des dates de sortie. Donc potentiellement, ils ont des ouvertures et ils peuvent mettre un petit peu ce qu'ils veulent. Mais c'était très futé de ne pas les annoncer auparavant puisque ça permettait de garder un maximum de suspense pour justement Endgame. Parce que effectivement, on savait que les Gardiens de la Galaxie, ils étaient quasiment sûrs de revenir puisque Gardiens de la Galaxie 3, on en a beaucoup entendu parler avec notamment l'affaire James Gunn qui vas-y, un coup je te viens, un coup je te reprends. Donc on était quasiment c'est vrai. Donc on était quasiment sûr qu'ils allaient revenir. Donc le but du jeu, c'était effectivement voilà. Après, ça veut rien dire puisqu'on parle toujours d'un film Black Widow pour éventuellement 2020-2021 et Black Widow techniquement elle va pas revenir. Mais ça veut dire que peut-être ça sera dans le passé ou quoi que ce soit, tu vois. Donc ça peut être parce que on est dans la partie spoiler, mais Black Widow se sacrifie au bout d'un quart d'heure de bataille avec Hawkeye pour se jeter dans le vide. Moi j'étais morte de rire pendant cette scène, je suis désolée. Moi j'ai pleuré. Encore la méchante, mais t'es là, on est encore. C'est moi qui meurs. Non, c'est moi qui meurs. Mais non, c'est moi qui meurs. Moi j'ai trouvé ça horrible. J'ai trouvé ça émouvant. Moi je m'y attendais pas du tout, hein. Franchement. J'avais misé sur Hawkeye, en fait, ça me paraissait plus. Mais tout le monde avait misé sur Hawkeye, tout le monde a misé sur Hawkeye depuis mais en même Avengers. temps, c'est très con de penser ça parce que à partir du moment où s'ils arrivent à faire revenir sa famille, si lui il est plus là, ça sert à rien de faire revenir la famille. Alors qu'elle est seule, tout le monde s'en fout. C'est vrai. Après, on parle des films qui n'ont pas été annoncés, mais par contre, à l'annonce de Disney+, ils ont annoncé plusieurs noms de séries. Oui. Juste des noms, pas les... Vas-y, balance. Alors, il y a Falcon and the Winter Soldier. Ok, donc le nouveau Captain America. Et l'ancien petit copain de Captain America. Bucky. Et il y a... Si, il est cool. Oh non, il a avec ses cheveux sales. Le seul truc qu'il sait faire, c'est avoir les cheveux gras pendant 22 films. Je connais plein de gens qui arrivent à avoir les cheveux gras. Pendant 22 films. Pendant 22 films, pendant toute leur vie. Se cacher derrière. Il y a une autre série, c'est Scarlet Witch and the Vision. Ça, c'est cool. The Vision on sait toujours pas s'il est revenu. Normalement, il est pété, Vision. Normalement, il est mort. Il est pété, il a plus sa il pourrait revenir sans les mêmes pouvoirs parce que il tirait ses pouvoirs de la pierre et en fait, quand il est mort la deuxième fois dans Infinity War, en gros, Thanos lui arrache la moitié du crâne avec la pierre dedans. Mais techniquement, ça reste un robot. Il pourrait être refabriqué à l'identique par quelqu'un comme Elle a juste à installer Linux dessus. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans les comics où ils ont reconstruit un deuxième Vision pour. Après, il serait peut-être pas amoureux de Scarlet. Et plus enfantin. Enfin, c'est un gamin dans les comics. Et une troisième série, c'est sur Loki. Oui, qui pourrait. Et une quatrième série, alors peut-être que cette quatrième série pourrait être fusionnée avec la série Loki, c'est un What If. Et les What If, c'est quoi ? C'est des comics où on prend un événement spécial dans Marvel, mais on imagine ce qui se serait passé si ça s'était passé d'une autre manière. Par exemple, j'imagine ce genre d'épisode, imaginez si c'était les autres qui avaient survécu et pas au snap, ou des trucs comme ça. C'est le principe de avec des si on refait le monde. C'est ça. Mais ils ont annoncé le pitch du premier épisode, qui serait et si c'était l'agent Carter qui avait reçu le sérum et non pas Captain America. C'est ça. Je peux dire que quand j'ai lu ça, moi j'étais là, ok, c'est vendu, je le veux. Et du coup, il y en a qui supposent que ce What If serait mélangé avec Loki parce que Loki, on le voit, qui prend le Tesseract à un moment et qui s'en va. Du coup, comme il est dans une autre timeline, est-ce qu'il va explorer d'autres timelines ? On sait pas. Ah ouais, putain, mais on n'est pas rendu là quand même au niveau. Ah non, là ça va être. On va avoir toutes les machine de conséquences. guerre. Non, parce que là, ça brasse tellement de trucs. Solange, j'ai même pas fini de rattraper les 22 films. Dire qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça qui est cool d'une certaine façon, c'est que là on est en train d'extrapoler à partir de 2-3 infos qu'on a vues, entendues, machin, et en gros on est hypé. Enfin, là on voit tous, on est excités, c'est cool. Alors qu'ils sont en train de faire pareil avec Star Wars, je crois c'est. Oh non, encore du Star Wars. Donc tu vois, c'était les mêmes trucs à la base, mais une licence, ils ont réussi à nous lasser de ouf, et l'autre, on est toujours. Mais la différence entre Marvel et Star Wars, c'est que c'est pas les mêmes fans.
La communauté de Je suis fans d'accord. est pas la même, Ouais. et je trouve que la Ouais. communauté Star Wars est beaucoup plus agressive que la communauté Marvel. Je trouve, enfin, alors sur l'échelle des bolos, comment dire, on a en premier, je pense, les fans de Star Wars. Juste en dessous, on a les fans d'Harry Potter, Star Trek. et bon, les fans de Ils Star sont Trek. pipous, les fans de Star Trek. Bah oui, parce que hein, personne connaît les films. C'est ce que j'allais dire, ils sont deux. Là, déjà, là. Donc Les fans ouais, de Rick Star et Trek, Morty, ils sont que sur la 8e barre des relous, tu vois. Donc non, et les fans de Game of Thrones, Ils font une remontée. Ils sont en train de faire une remontée, ces gens. Mais ouais, les fans de Game of Thrones sont au-dessus des fans de Marvel pour moi en termes de reloutitude, si ce mot existe. Bah, c'est surtout que Marvel, c'est plusieurs films en un en fait. Donc c'est plusieurs timelines, plusieurs personnages, donc chacun trouve son truc. Et puis surtout pour la suite, il faut pas oublier qu'il y a le rachat de la Fox avec la récupération des X-Men et surtout des 4 Fantastiques. J'espère qu'il y aura enfin un bon film des 4 Fantastiques. Ah, c'est beau Et l'espoir. surtout, t'as tout le lore des 4 Fantastiques qui va être récupéré. T'auras Fatalis, Mais- t'auras Galactus, t'auras le Vif Argent, il y aura tout le monde. Il y avait un article qui était paru, je sais plus où, faudrait que je vous le retrouve, qui expliquait pourquoi les films 4 Fantastiques seraient toujours nuls. Et je crois, non, mais c'est vrai. Ça Et m'intéresse de l'explication, le dire. je crois que c'était à la base parce que c'est des premiers super-héros, donc ils ont été créés dans un contexte qui est tellement vieux que machin. Enfin, il y avait une explication, mais qui tenait la route. Je l'ai oublié, hein, je suis désolée. C'était signé Jean-Michel Rageux. Non, c'était sur un vrai site de presse et tout machin. Je vais vous le retrouver, promis. Et j'avais trouvé ça, enfin, à la fin de l'article, je me dis, ah ouais, ça tient la route, c'est pas impossible. Alors, ok, les films sont nuls. Cela dit, ça nous a permis de récupérer 2 acteurs qui ont fait la torche humaine à chaque fois. Donc, Chris Evans et Michael B. Jordan qui avait fait un très bon méchant pour Black Panther. Donc, s'ils nous font un 3e film 4 Fantastiques qui est pourri, c'est pas grave, on regardera juste qui fait la torche humaine pour voir où est-ce qu'il va atterrir. C'est le tremplin pour les beaux gosses. C'est ça, clairement, c'est un tremplin la torche humaine. Et là, c'est Kev Adams. Je pense que Kev Adams, on pourrait le retrouver potentiellement, mais tu sais, dans ces espèces de parodies de films de super-héros. Oh mon dieu. Tu sais, genre Mors-moi si tu peux, ou je sais pas Captain quoi. Dupont, il fera. Captain Dupont. Non mais enfin ouais. Non mais je rigolais, hein, le Mystery but du jeu Man. c'était pas d'extrapoler autour de ça, c'est déjà assez affreux comme ça comme idée. C'est trop tard, tu as lancé le truc là. Non. Les mecs de la production qui sont déjà en train d'appeler putain, faut qu'on fasse un film avec Kev Adams son super-héros. C'est quoi déjà le nom du super-héros français Il y a Captain Dupont Dupont. aussi. C'est Captain Dupont. Captain Dupont, je crois. Il me semble Ou que Super Dupont. Super Dupont. Super Dupont, voilà. Non mais n'empêche, quand tu y réfléchis, ils ont réussi à rendre Jessica Alba en femme invisible. Jessica Alba. C'est le pouvoir C'est le fort, plus hein. nul du monde que tu peux donner à cette femme magnifique. Elle fait pas que de l'invisibilité quand même. Oui, elle fait des chants de force. Oui, elle fait des chants de Ouais, force. mais, et puis l'invisibilité, Pratique ça a pour permis des d'avoir une... gonzesses. Puis l'invisibilité, ça a permis d'avoir une scène où elle était en sous-vêtements aussi. Oui, youpi. Ah, des films de Opportuniste. qualité. Ouais, c'est ça. Si j'aurais juste une mini truc Vas-y. parce que parce que c'est tellement énorme que ça va vous permettre de faire des recherches jusqu'au prochain épisode. C'est qu'en fait, je viens de voir un article avant d'arriver sur non seulement les 22 films du MCU, mais toutes les répercussions sur les séries Marvel, les Agents of Shield et tout ça. Et en fait, je te filerai le lien si tu veux le mettre dans le truc de l'épisode. Carrément. Ils ont inclus les saisons de toutes les séries au milieu dans une chronologie sur la Oh. cohérence de tout le truc, et ça nous fait 55 éléments, un truc comme ça. C'est-à-dire entre les films, les saisons de séries, les machins, et tout est mis par ordre chronologique avec tous les impacts sur tout. Bah tu m'enverras ça parce que C'est colossal. moi j'adore les timelines, comment dire, de trucs à regarder. Donc moi, je c'est une trouve ça super. infographie, c'est un truc énorme. Pour revenir rapidement là-dessus, les séries Netflix, on va rapidement les oublier parce qu'elles sont plus vraiment partie du MCU. Concernant Agents of Shield, c'est très difficile pour eux parce qu'en gros ils ont très peu d'infos, ils font un peu avec ce qu'ils font. Je dois être une des rares personnes à regarder encore la Agents of Shield d'ailleurs. Là la nouvelle saison vient de commencer et en gros ils sont plus ou moins en train d'expliquer que c'est pendant le snap. Pendant les années Snap, mais on sait pas trop. Ouais, tout est possible C'est- pendant le snap. Hein. Voilà. Il y a aussi Agent Carter. Il y a aussi, Agent Carter, malheureusement, c'est fini depuis quelques années. Ça a ouais. été fermé. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'Agent of Shield qui fait partie du MCU. Et il va y avoir toutes les séries qui vont vraiment faire partie du MCU, elles vont arriver avec Disney+. Ben, je finirai juste ce podcast en disant RIP Tony. Oui, parce qu'en fait, on n'a même pas parlé de ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé on en de a la un mort peu de Tony parlé, Stark. parce mais, que c'est vrai que quand même tout ce film, c'est quand même 22 films qui ont commencé par Iron Man et qui se terminent par Et par qui le finit décès de la d'Iron meilleure des manières en se vengeant de ces vieux démons. Man. Ouais, non, Mais en c'est se sacrifiant alors que c'est pas du tout le perso sacrificiel de base. Ouais, et Bah c'est ça. clair. Ouais. celui qui avait le plus à perdre, voilà.
Bah oui, non, c'est hyper beau. Enfin, ça se termine avec. Enfin, comment dire, il est en train d'enlacer du coup c'est sa femme ou c'est Peter Parker qui Les deux, en fait, c'est d'abord Peter Parker qui va le elle voir. le pousse. C'est Ouais, c'est ça, le c'est genre, mini non, moment c'est bon. rigolo, c'est où Peter Parker est dans les bras de Tony, et puis t'as Pepper Pot qui est derrière, limite elle attend son tour avant qu'il claque, et puis limite elle le. Mais pousse-toi, c'est mon mari. Et elle lui dit une très jolie phrase en lui disant c'est bon, tu peux te reposer, on va y arriver sans toi. T'as réussi à faire ce que tu voulais, t'as sauvé le monde, tu sais, voilà, tu peux te reposer maintenant. Dors enfin. Oui. Voilà. C'est pleurer encore. Et ça laisse un enterrement. Alors, la scène d'enterrement, on va mettre un peu parce qu'on sent un peu dans l'image que tous les groupes d'acteurs étaient pas là au même moment. Ils ont été rajoutés les uns après les autres. Mais ça laisse aussi penser à la suite, c'est-à-dire qu'on a quand même la fille d'Ant-Man qui a grandi. Pendant les 5 ans. On a le gamin d'Iron Man 3 qui a grandi aussi. Et en fait, tous ces on se rend compte qu'on a quand même un certain nombre de personnages jeunes qui pourraient prendre la relève. On a le Spider-Man qui reste jeune. On a lui qui pourrait très bien faire un nouvel Iron Man parce qu'il a quand même des compétences en matière en mécanique. On pourrait avoir la petite Ant-Man. Enfin, on pourrait avoir un Young Avenger très sympa, au même titre qu'on en parlait avec la scène avec tous les personnages féminins tout à l'heure. On pourrait avoir l'Avenger Force avec tous les personnages féminins. Elle est encore un peu petite, mais la fille de Tony Stark, elle a hérité des gènes. Ouais, là, elle est quand même petite. Là. Non, mais ça va être une tête. Mais elle sera forte 3000. Baby Avengers. Et on parle de plus en plus d'une Kate Bishop qui est donc Hawkeye jeune. C'est ça. Ou alors, ils utiliseront le personnage de sa fille qui continuera à entraîner, comme on le voit au tout début du film, avant qu'elle disparaisse, elle et son hot dog à la mayonnaise. Très bien. Bah du coup, je pense que c'était une plus jolie façon de terminer cet épisode que sur les sous-vêtements de Jessica Alba. Par contre, il n'y a pas eu d'enterrement de Black Widow, hein. Je suis désolée. Oui. Oh, il y a eu un petit truc. Ouais, vite fait quoi. Mais Hulk a jeté un banc à l'autre bout du lac. Professeur Hulk. En attendant, on va terminer sur la notion d'héritage du coup que nous a donné Marvel avec ses 22 films et je pense qu'on en a encore pour un certain temps puisque ce qui s'annonce c'est quand même longue vie à Marvel et comment dire, repose en paix Stan Lee parce que du coup voilà, il nous a quittés il y a pas si longtemps que ça. Et bah voilà, je vais tous vous remercier d'être venus. Merci Solange. Merci à toi. Du coup, est-ce que tu vas continuer à regarder des Marvel quand même pour oui, je par pense. curiosité Après, je suis un peu découragée par le nombre de films qui me reste à voir, mais et puis en plus il va y avoir les séries, etc. Mais bon. Regarde ça à un moment où t'as pas envie de te forcer, tu vois, c'est vraiment que t'en as envie à ce moment-là. Et tu peux éviter certains quand même, hein, parce qu'il y en a qui servent pas à grand chose. Ok, vous me direz lesquels. Voilà, je dirai rien parce que Murray va me juger après. Merci Murray. Mais de rien. Je vais vite chez moi récupérer les 21 DVD et les balancer au visage de Solange. Allez, vite, ok, regarde dans l'ordre. Tiens, regarde Agent Carter aussi, la série. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Merci Zeni. Merci à toi et j'ai envie aussi de finir le podcast en disant on dit ce mois-ci au revoir au Marvel Cinematic Universe mais on dit aussi bonjour au Pokémon Cinematic Universe. Je savais qu'il allait faire un truc intraitable. Merci aussi Cassie. Bah merci à vous. Et j'attends du coup ton petit lien avec cette super timeline pour pouvoir renseigner. C'est du lourd, tout le monde. Il y a beaucoup de logos. Ouais, là je vois la capture et ça a l'air assez violent. Hein. C'est chargé. Et merci Lucille. Mais de rien, toujours avec plaisir. Mais oui, et j'espère que du coup, pareil, tous vous reviendrez parce que du coup, bah oui, chers chroniqueurs, chers auditeurs, il nous reste plus que 3 épisodes, 3 ou 4, je sais plus, pour terminer cette saison. Ça commence à venir. On a fêté la 100e déjà et c'était c'était cool. C'était cool. On était en petit comité. Ils ont fait du bruit comme si on était 150. C'était génial. Donc franchement, c'est super cool. Je vais clôturer. Allo Central est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. On se retrouve le mardi 5 juin pour un nouvel épisode d'Allo Central. En attendant, retrouvez-nous 24h sur 24, 7 jours sur 7 en téléchargement ou streaming sur le site de radiokawa.com. N'hésitez pas à partager l'émission à vos amis, vos voisins, vos collègues ou à votre patron pour lui montrer que vous avez bon goût. Tout ça en nous mettant des petites étoiles sur iTunes. Et en attendant, on vous fait plein de bisous. 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 Radio